Le TDAH, on est un des plus grands prescripteurs de psychostimulants au monde. Là. Fait que qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas encore. Est-ce qu'on est meilleur à le diagnostiquer versus est-ce qu'il y en a réellement plus? Les experts n'ont pas la réponse encore. J'imagine le seuil de douleur est très différent pour chaque personne. Comment vous dealez avec ça? Tu sais, les caractéristiques de la douleur, c'est très subjectif. Le chiffre, c'est de 0 à 10. 0 étant aucune douleur. 10, je vous coupe un bras à froid. Là. C'est la pire douleur de votre vie. 5, ça vous empêcherait de dormir. J'ai eu beaucoup de gens qui arrivaient avec un café du Tim. J'ai mal à 10 sur 10 depuis 2 semaines. J'ai des messieurs qui arrivaient avec une lacération vraiment importante, puis c'est comme, bof, 3. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est venu en urgence parce qu'il s'est fait voler un organe? What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos 2 animateurs préférés qui sont Alexandre et Rémi. Yes! What's up tout le monde? Ouais. Bonjour. Épisode 111 aujourd'hui. 111. Un beau chiffre, j'aime ça. Un beau chiffre, très cool. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Et comme à chaque semaine, je lis un commentaire qui nous vient des précédents podcasts. Cette semaine, qui nous vient de Elsa Gaudreau, 5496, qui nous dit « Coup de cœur pour cet épisode, je ne peux pas dire pourquoi, mais que de bienveillance, un beau cœur rouge. On voit qu'elle a cheminé et c'est beau à voir. » Elle parle ici du dernier podcast de notre invité qui a subi des agressions par son père, son géniteur. Donc, merci pour ton commentaire. Ouais, super touchant, super intéressant. Exact. Donc, merci pour ton commentaire. Ne te gêne pas d'en laisser d'autres. Comme d'habitude, on dit tout le temps, commentez, c'est super le fun. C'est cool d'avoir un feedback sur les podcasts, savoir si on fait bien ça ou pas, tu sais. Fait qu'on lit tout à vos commentaires, donc n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous aussi. Là-dessus, aujourd'hui, on reçoit une infirmière praticienne spécialisée qui s'appelle Valérie Saillant. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Une habituée des caméras. Ouais. T'as fait combien de podcasts dans ta vie? On vient de conclure la saison 2 avec 12 à 13 épisodes. Fait qu'environ 25 qu'on a fait là, au total. Ouais. Il y a de l'expérience là, derrière. Quelques-uns. Ça s'en vient. C'est cool, très cool. Tu es host tout seul ou avec co-animatrice? Co-animatrice. Ouais. Et le but de ton podcast, c'est? Vulgarisation, santé, vraiment informée. Ça fait plusieurs années que dans mon bureau, je répète souvent les mêmes choses, puis je me dis, crime, il y a vraiment un besoin d'aller fournir de l'information, mais des explications. Tu sais, on sait qu'il faut bouger, on sait qu'il faut bien manger, mais on va vraiment aller chercher qu'est-ce qui fait qu'il faut faire ça ou que c'est bien de le faire. Quand on comprend les choses, des fois, c'est plus facile de changer des comportements. C'est vraiment l'essentiel. Je dirais aussi l'autre chose, c'est de promouvoir notre profession d'infirmière praticienne, puis de faire rayonner, puis valoir à quel point on a des belles compétences, puis de l'autonomie aussi. Je pense que c'est méconnu, les IPS, de plus en plus, là, mais ça restait encore très particulier. Là. Les gens ne sont pas encore certains si on a le droit de prescrire, diagnostiquer. Fait que ça mettait vraiment en lumière ce rôle-là. Il y a un synonyme aussi qui est les super infirmières. C'est-tu la même chose ou pas? Oui, ben c'est ça. C'est un nom qu'on essaye d'enlever parce que toutes les infirmières sont super et tous les professionnels de la santé. Fait que, on a été étiquetés un peu comme des super infirmières, mais on veut vraiment se détacher de ça puis de s'identifier comme infirmière praticienne spécialisée. Là. J'aime la description. Effectivement, vous êtes toutes super. C'est un beau métier quand même. Absolument. Ouais. C'est vraiment... Infirmière est un super beau métier. Maintenant, la beauté de ça aussi, c'est qu'il y a une variété de cheminements possibles. On pourra en parler, mais tu sais, l'infirmière auxiliaire, l'infirmière qui fait sa technique, la clinicienne au bac, la praticienne à la maîtrise. Donc, moi, j'ai des collègues qui ont parti d'auxiliaire puis ont fini à la maîtrise dans le cours d'une vie. Fait que c'est très, très versatile là, comme pratique. Tu as des options beaucoup. Là. Oui. Est-ce que c'est un métier où il manque de staff au Québec? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Un peu, hein? Il en manque, c'est sûr. On manque de professionnels, on manque de préposés, on manque de médecins, on manque d'infirmières. Donc, je pense que le rôle clé de l'infirmière praticienne spécialisée, de son autonomie, c'est qu'on vient supporter le corps médical vraiment en termes d'accessibilité. Ce que je veux dire, c'est que moi, je travaille en première ligne. Donc, CLSC, GMF, UMF, on permet de prendre en charge des patients comme un médecin de famille le fait. Donc, on donne encore plus d'accès à la population. Pour alléger le réseau, dans le fond. Exactement. C'est ça comme le but initial. Là. Oui, absolument. OK, numéro 1. Et ça fait combien de temps
que tu travailles dans le domaine de la santé? J'ai gradué comme infirmière à l'Université Laval en 2010. OK. Puis j'ai fait ma maîtrise. J'ai gradué en 2019 de ma maîtrise. OK. OK. Ah ouais, hein, un long parcours Oui, scolaire. bien, quand on cumule le parcours scolaire d'une infirmière praticienne spécialisée, on a la totalité des crédits de doctorat en médecine. Là. Tu sais, OK. ma maîtrise, c'est un diplôme d'études supérieures de 2 ans et demi, 3 ans, plus une maîtrise en sciences infirmières. Donc, on est à 3 crédits près d'un doctorat. Là. OK. Ouais. Quand même. Ouais. Félicitations. Donc, presque autant Merci. qu'un médecin, en fait, c'est ça? Oui, bien, le cursus, quand on cumule l'expérience, travail, puis les années d'université, ça se ressemble au final, effectivement. Mais on n'a pas le même cheminement. Non, exact. C'est pas le genre de choses que toi, tu voulais faire? Absolument. Ouais? Ouais. Ouais, j'ai un parcours Absolument, c'est pas du tout ça que tu voulais faire? Non, absolument, je voulais... Ben, j'ai toujours été intéressée par la médecine, ça, c'est un fait. Maintenant, infirmière, médecin, tu sais, c'est sûr que d'être médecin dans la vie, c'est le rêve de beaucoup de gens. Mon parcours m'a amené à être beaucoup dans le sport, ce qui faisait que, tu sais, les études étaient prioritaire, mais pas prioritaire comme quelqu'un qui veut s'inscrire en médecine, tu sais, les cotères, puis tout ça. Ouais. Donc, ça m'a un peu pénalisée, mais finalement, j'ai pris la branche des soins infirmiers qui est super. Puis au final, je pratique la médecine en bout de ligne. Ça revient quasiment au même, là. Oui, bien, j'ai un rôle de médecine de famille. Je suis praticienne de famille. C'est ça que je m'appelle. Est-ce que tu sais c'est quoi la coteur actuelle pour entrer en médecine? Non? Non. J'ai aucune idée. Je sais pas, je pensais ça trahit mon âge, mais non, je m'y intéresse plus. En fait, tu sais, j'ai le privilège d'enseigner ce que je pratique à l'université, à la maîtrise aujourd'hui. Fait que je me suis vraiment bien définie dans mon rôle d'infirmière praticienne. Je suis très bien, puis on fait vraiment une belle différence. T'étais une athlète avant? Oui, dans une autre vie. C'est quoi que tu faisais? J'étais une joueuse de tennis. Ah ouais. Ouais. C'est très cool. J'ai commencé C'est vrai très que je te vois jouer au tennis. J'ai une phase de joueuse de tennis. Ouais, j'ai commencé très, très jeune, tu sais, vers 6-7 ans, là. Puis j'ai joué... j'ai arrêté à 18 ans, mais pendant ces années-là, ça a été une belle école de vie, là. Ouais, c'était voyager à l'international, 13, 14, 15 ans, là. Ça passait avant les études, un peu. Oui, bien, j'étais en sport-études. Il y avait beaucoup d'accommodements pour me permettre de voyager, ce qui est une super belle opportunité. Mais c'est sûr que quand j'ai décidé d'arrêter le sport puis d'aller au cégep, ben, tu sais, j'avais pas la même structure de travail à l'école que quelqu'un qui est allé au collège privé ou, tu sais, qui a fait toutes ses classes, si on veut. Fait que j'ai eu un petit wake-up call, là. Ouais. Je me suis ressaisie, puis... Mais c'est cool, je pense, d'avoir fait le bagage athlète. Ça te permet d'avoir un million de connaissances aussi 100%. sur la santé humaine. Là. Oui, puis tu sais, l'autonomie, la débrouillardise, tu sais, de se battre en finale d'un tournoi à l'autre bout du monde. Mes parents sont pas là. Tu sais, je joue contre une locale, tout le monde est contre toi. Tu sais, c'est une école de vie sur la résilience puis la persévérance. Assez impressionnant. Là. Absolument. Est-ce qu'à un bas âge comme ça, tu as quand même une diète puis tu es super strict sur ce que tu manges en général? Ouais. C'est une très bonne question. On en parle beaucoup maintenant. Là, la santé mentale chez les sportifs. J'avais une psychologue, j'avais des nutritionnistes, mais c'était pas autant qu'aujourd'hui, je dirais. Mais oui, il y avait quand même des interventions qui étaient faites par rapport à ça. Parce que c'est-tu un peu ça qui t'a amené vers l'intérêt vers la santé en général? Ou non, quand on est un athlète, on ne veut pas? Oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours aimé aider les gens. J'étais une fan de l'émission ER quand j'étais plus jeune. J'allais moi-même faire des cours de secourisme. Je m'inscrivais. J'avais plaisir. Oui. Puis je savais que je voulais aller à l'urgence. Puis c'est là que j'ai commencé. Fait que ça, c'était vraiment très intrinsèque, là. Puis la seule personne qui était infirmière dans notre famille, c'était ma grand-mère. Qui n'a pas fait ça longtemps parce que mon grand-père est décédé puis elle a pris son commerce d'huile à chauffage. OK. Puis, tu sais, pas trop rapport. Elle est infirmière dans les années 40, là. Fait que c'était pas très... puis il n'y a pas de médecin dans ma famille non plus. Fait que ça a vraiment sorti de nulle part. L'intérêt vient vraiment de toi. Oui. Ah ben, OK. Ouais. OK. Puis là, tu as travaillé à l'urgence.
Maintenant, non. Mais Non. tu as travaillé à l'urgence initialement. 10 ans à l'urgence de Charlemagne sur la rive-sud de Montréal. C'est comme ça que tu as commencé ton Ben moi, emploi? je fais rire, j'ai tout fait dans cet hôpital-là OK. parce que j'aimais tellement le milieu. J'étais fan, là, franchement. Fait que dès que j'ai eu 18 ans, on pouvait travailler à l'hôpital. Fait que les gars, j'ai littéralement tout fait, là. J'ai fait le ménage, j'ai fait la cuisine, j'ai travaillé dans les bureaux en administration. Puis quand ils ont vu que je parlais anglais, ils m'ont dit, ben viens travailler à l'inscription. Fait que là, je faisais l'inscription de l'urgence. Fait que j'ai lavé les fauteuils roulants pendant 2 semaines dans le garage de l'urgence, mais je tripais, puis je voyais tous les cas rentrer. Fait que j'ai vraiment gravi les échelons, puis je travaillais à temps partiel pendant mes études, puis j'ai commencé à l'urgence, là. OK. Ouais. Là, tu as eu le coup de foudre. Ah ouais, c'était vraiment... Direct. C'était un beau milieu. C'est-tu le fait d'aider concrètement la société parce que tu vois que t'aides quelqu'un, en fait? Ouais. Ou c'est juste vraiment l'hôpital en général qui te fait triper? Tu sais, c'est quoi? Bien, je pense que j'ai toujours eu une curiosité sur le corps humain, comprendre les choses. Puis effectivement, c'est hyper gratifiant comme travail, là. Surtout dans les milieux d'urgence, tu sais, il faut intervenir rapidement. Fait qu'il y a un effet, il y a une réponse rapide sur nos interventions. Mais non, c'est une très bonne question là, sur le détail, mais essentiellement, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait. Aussi. Humainement, j'imagine que tu es tout le temps accompagné de gens qui ont un peu la même passion que toi puis l'intérêt. Puis peut-être des gens concrètement, là, j'imagine que tu dois avoir des belles réactions. Absolument. Puis tu sais, en vieillissant, on se comprend un peu mieux. Puis définitivement, j'ai une très grande sensibilité, une grande empathie. Je ressens beaucoup les émotions. Fait que tu sais, c'est un milieu qui est riche en émotions positives. Puis des fois, c'est plus challengeant, mais effectivement, la reconnaissance puis d'apaiser une souffrance, c'est hyper valorisant, là. Fait que... C'est quoi, selon toi, les qualités nécessaires à une bonne infirmière? Ah ben d'être empathique. Oui, clairement. Puis de faire attention à l'empathie versus la sympathie. Ça, c'est une ligne qui est mince. Il faut se préserver. Mais d'avoir une sensibilité puis une empathie, je pense que ça fait de nous des meilleurs soignants, définitivement. Ça prend une rigueur, hein, parce que pratiquer ce métier-là, que ce soit médecin, infirmière ou même préposé, il faut être très rigoureux dans notre travail parce qu'on administre des médicaments pour les infirmières et les médecins. Mais je pense qu'il faut avoir un professionnalisme qui est comme dans n'importe quoi, là, évidemment. Ça prend de l'énergie. Ben, clairement. Ça prend de l'énergie. C'est bien que tu le mentionnes parce que, je veux dire, ça doit en tirer assez beaucoup de l'énergie. Oui, bien, il faut avoir des stratégies en place pour se ressourcer. Il faut avoir des habitudes de vie qui sont optimales aussi pour... moi, j'ai pas travaillé longtemps de nuit par choix. Je préférais travailler de soir que de travailler de nuit. Ça, je trouvais ça difficile, mais c'est vraiment un choix personnel, là. Mais c'est sûr que c'est des longues heures de travail, puis c'est un stress émotionnel, physique, tout dépendamment du milieu où on travaille, mais ça reste qu'il faut être vigilant constamment. Il faut toujours prévoir le pire. Donc, ouais. Est-ce que tu en as des collègues à travers ton parcours que tu as vu que c'est peut-être pas fait pour eux, mais qui étaient quand même là? Ou pas pour les bonnes raisons? Bien, c'est sûr qu'on en croise toujours sur notre chemin. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui le nomment eux-mêmes. Puis, c'est comme les métiers de paramédic où certains, tu sais, ils vont commencer leur parcours académique. Puis, en stage, ils réalisent que finalement, c'est pas pour eux du tout. Puis, c'est fait pour ça, un stage. C'est fait pour ça, des expériences. Mais ce qui est beau avec infirmière, je trouve, c'est que si, par exemple, l'urgence ne convient pas, bien, il y a plein d'autres domaines cliniques. On peut aller travailler dans les CLSC, on peut travailler pour une compagnie d'assurance, on peut travailler, tu sais, si on veut moins être au patient, on peut aller en recherche. Fait qu'il y a quand même beaucoup de domaines différents si un ne convient pas. Il y a quelque chose qui plaît à tout le monde, au bout du compte. Je pense qu'on peut trouver son compte, puis varier sa carrière. On peut avoir travaillé 15 ans avec les bébés, puis finalement, on dit, finalement, j'ai le goût d'aller en santé mentale, puis d'apprendre des nouvelles choses. C'est beau. Très cool. C'est quoi l'ambiance dans un hôpital quand tu es un employé? Parce que c'est sûr que moi, en tant que visiteur, quand je vais dans un hôpital, généralement, c'est jamais un endroit que, pour moi, c'est super heureux. Il y a tout le temps un petit peu un aspect peut-être glauque, genre. Ouais. Hey, c'est une bonne question. Je dirais peut-être pas glauque, mais plus une ambiance froide. Ouais. Moi, c'est ma famille. Mm-hmm.
sais, l'hôpital Charlemagne, c'est ma famille. Là. J'ai travaillé là tellement longtemps, puis j'y suis retournée pendant la COVID pour pas nommer cette période-là de notre vie. Mais j'ai travaillé aux soins intensifs de nuit pendant quasiment 1 an et demi. Puis j'étais IPS déjà à ce moment-là, fait que je retournais dans ma maison, si on veut. Puis là, je croisais des collègues de l'urgence. Puis il y a cette espèce de camaraderie quand même agréable. Fait que non, moi, je me sens très bien dans un hôpital. OK. Ça ressemblait à quoi à l'urgence, si on y va linéairement là, dans ton parcours? Là? C'était quoi ta journée typique, mettons? Bien, l'urgence, il faut comprendre qu'il y a différents endroits où les infirmières peuvent travailler. Donc, par exemple, si on répond à ta question, quand j'ai commencé, moi, j'étais CP, donc candidate à l'exercice de la profession infirmière, fait que je suis supervisée. Quand on commence à l'urgence, on est toujours dans la zone d'observation des patients. Donc, ils ont déjà été vus par un médecin, ils ont déjà été triés, on les observe un 24 heures, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, les patients sont généralement stables. Ensuite, on chemine, on va aller à l'aire ambulatoire où là, les patients sont vus pour la première fois, mais ils sont sur pied ou sur civière. Puis l'ultime, ensuite, on s'en va à la salle de choc. Fait que la 3e étape, on va aller en réanimation. Donc là, les patients sont dans une situation critique. Ça demande un minimum d'expérience. Il y a une formation aussi supplémentaire parce que l'appareillage, les médicaments qu'on donne ne sont pas les mêmes qu'en observation. Puis le niveau le plus haut, en fait, quand on a terminé un peu notre exposition, c'est le triage, parce que là, c'est la première personne que le patient va voir. C'est l'infirmière au triage. Ouais, donc là, tu peux tomber sur n'importe qui. Tu peux avoir n'importe quoi. Essentiellement, ça prend un excellent jugement clinique. Évidemment, on est régi par un système informatique qui attribue le code de priorité, mais ça reste que l'infirmière ou l'infirmier use de son jugement pour la suite. Donc, ça demande quand même une expérience de travail qui permet de pouvoir prévoir des situations qui pourraient compliquer. Donc, il faut avoir vu des choses compliquées pour pouvoir les prévoir un petit peu. Oui, il faut que tu ailles le bagage d'avant, les autres étapes. Exactement. Puis toi, qu'est-ce que tu as préféré dans... Le triage. Ouais. Bien, le triage, j'y suis retournée, même après avoir fait mon cours d'IPS. Je suis allée donner un petit coup de main parce que je m'ennuie de l'urgence. Ah ouais, OK. J'adore ma pratique IPS, mais l'urgence me manque. Fait que j'allais donner un petit coup de main au triage. Mais c'est sûr que la salle de réanimation, c'est un esprit d'équipe. Puis là, je dis ça avec le sourire, mais tu sais, c'est sûr que c'est jamais super. C'est la misère du monde, ouais, on s'entend, là. C'est pas des situations qui sont faciles, mais la camaraderie, vraiment, tout le monde a son rôle, on intervient, on fait une différence. C'est assez puissant comme moment, là. Ouais. Ça peut être dramatique, là, mais... Exact, c'est ça. Ça vient avec. Dans le triage, justement, comment tu fais pour prendre une décision sur qui est une priorité sur qui à Bien, l'urgence? on utilise une échelle de code de triage. Fait que moi, j'ai un système informatique. Je rentre les informations, les signes vitaux. Il y a des raisons de consultation, la douleur, elle est à combien sur 10. Donc, selon les paramètres puis la raison de consultation, depuis combien de temps ça fait mal? Hein? Si ça fait mal au ventre depuis 3 mois versus 24 heures, bien, le risque qu'il t'arrive quelque chose de pas le fun, quand ça fait 3 mois, là, ça se peut que dans 2 heures, ça soit encore la même affaire. Donc, il y a différents paramètres qui vont venir influencer le code de priorité à ce moment-là. On a toujours le droit de overrule, mais il faut le justifier adéquatement. Là. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui se plaignent de ne pas être pris en charge, justement, parce qu'ils ne sont pas en priorité? Ça ressemble à quoi, les réactions que tu as déjà vues? Avez-vous écouté la série 24/7? C'est la série où t'es dedans? Oui, la saison 2, ben c'est parce qu'il y a un épisode complet sur le triage, puis on voit le mécontentement des gens. J'ai regardé le premier extrait juste pour voir à peu près. On négocie, mais c'est constamment, puis je pense c'est toute une question de notre approche. Je pense qu'il faut définitivement valider. Il y a des temps d'attente qui sont astronomiques puis difficiles à expliquer. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'enseignements, rassurer. Mais à tort, les gens vont penser que d'autres passent devant eux parce qu'ils sont arrivés après, mais c'est pas toujours une question de délai, mais vraiment le code de priorité. Fait que la personne qui est codée 2 va monter plus vite dans la liste que quelqu'un qui est codé 4. Fait que, c'est une liste sur quoi, sur 10, genre? C'est 5. Ah, c'est sur 5? 5. 1, tu passes tout de suite en réanimation, ta vie, elle est en danger. 2,
ta vie pourrait être en danger. Théoriquement, c'est un délai de 15 minutes pour voir les patients. OK. Moi, 30 minutes. Pour faire un aparté justement sur mon expérience à Sherbrooke. OK. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu une fracture du poignet. Ouais. Mais sur le coup, ça faisait super mal. J'ai attendu 16 heures dans l'urgence. Mais bon, c'est un poignet. Mais ça, là, tu sais, je veux dire... Mais finalement, on n'a pas été traité. On est reparti. Ouais, non, c'est horrible. Puis tu sais, j'ai rien pour excuser ça, j'ai rien pour justifier ça. C'est pas à toi non plus de Non, mais là-dessus. dans le sens que je trouve ça inhumain, je trouve ça difficile. Oui, c'était horrible. Des fois, je faisais 16 heures de travail. J'arrivais le matin, puis je finissais à 11h30 le soir. Puis les gens étaient encore dans la salle d'attente. Tu sais, ils m'ont vu toute la journée, les réévaluer, leur donner du Tylenol. Dans un sens, c'est que votre vie n'est pas en danger, mais c'est effectivement inhumain de se dire qu'il faut attendre. Tu te sens pas mal, des fois, tu sais, de passer devant toutes les mêmes personnes qui t'ont vu plusieurs fois puis que ont la douleur? C'est sûr qu'il y a une petite pensée par rapport à ça, mais d'un autre côté, tu sais, j'y peux rien. Je veux dire, on fait de notre mieux, les médecins font de leur mieux. Si on a eu un accident de la route avec 3 polytraumatisés qui ont monopolisé une grande partie du personnel pendant des heures, malheureusement, ça va retarder. Tu sais, le médecin, il est constamment là. Les 2-3 médecins aussi. Fait que tout dépendamment des urgences qu'on a eues dans la journée, ça avait un impact sur la salle d'attente, là. Ça ressemble à combien d'heures par chiffre tu fais, toi? Dans le système francophone, c'est 3 quarts de travail, fait que c'est des quarts de 8 heures. 7h30, 15h30, 15h30, 23h30, puis 23h30, 7h30. Fait que on pouvait faire des temps supplémentaires de 4 heures ou de 8 heures. Donc, on faisait du 12 ou 16 heures. OK. Ça arrivait souvent, ça? Oui. Ouais. C'est comme la base, un peu, la norme? On le fait par choix. Le temps supplémentaire obligatoire, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Puis, je travaillais de nuit en plus, fait que j'étais restée 2 jours. Ah ouais? Un nuit-jour, là, ça fesse. Par manque de personnel? Oui, j'ai été obligée. OK. Puis, j'ai eu le privilège de choisir où je voulais rester. OK, au moins. J'étais restée en réanimation parce que ça me gardait réveillée, puis je me sentais correcte, là, mais ouais. Ça, c'est pas un peu ironique là, de voir que les gens qui te soignent sont complètement dans un mode de vie inadéquat, là, si on veut. Là. Ouais. 0 sommeil, puis peut-être pas manger. Je sais pas exactement. Là, non, c'est sûr que c'est extrême là, de faire un temps supplémentaire. Puis ça arrive, là, je veux dire, je sais plus la réalité actuelle des milieux. Là, je suis plus en GMF, fait que je suis moins exposée. Mais effectivement, quand ils sont rendus à cette situation-là, c'est, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Puis il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir un bris de service. On a un nombre de patients, il y a un ratio d'infirmières par patient. On ne peut pas découvrir ça parce que sinon, c'est dangereux d'avoir trop de patients pour l'infirmière. Donc, c'est complexe. Puis, tu sais, je veux dire, les gens qui nous ont obligés à rester, ils ne faisaient pas de gaieté de cœur. Fait que souvent, ils négociaient un congé ultérieur. Tu sais, il y avait des arrangements qui se faisaient pour compenser. Là. Ils ne m'obligeaient pas à rentrer le lendemain. Mais souvent, c'était de pelleter par en avant, tu sais. On t'oblige à rester là, on te donne congé demain soir, mais là, le lendemain soir, il y avait un problème de personnel. Fait que c'est quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais... exact. Tu repousses tout le temps le problème. C'est ça. Mais c'est le ici maintenant. Là. OK. Puis est-ce qu'à l'inverse, ça arrive des moments où c'est mort, puis là, il y a trop de staff pour rien, puis vous faites dire rentre chez toi, mettons? Oui, c'est arrivé. Ouais, je sais plus si ça se passe en ce moment. Là, mes collègues actuellement sont comme, c'est l'enfer aux urgences, mais oui, c'est déjà arrivé dans des soirées, peut-être, soit Noël ou jour de l'an. On prévoit un nombre de personnel selon l'estimation de patients qu'on va avoir, mais des fois, quand il y avait des games de hockey ou Céline qui chantait à la télé, dans mes débuts, là, ça avait un impact sur les salles d'attente. OK. Parce qu'il y en avait moins. Oui. C'est ça. Oui. Puis là, à ce moment-là, le surplus pouvait être libéré avant la fin du chiffre. Ouais. OK, c'est intéressant à savoir quand même. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est d'actualité. Mais... Oui, là, j'ai pas fact-checké mes choses avant d'arriver. Non, là. Ça doit être moins fréquent, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. OK. Est-ce que les infirmières sont bien payées au Québec? Bien, tous les salaires sont disponibles en ligne. Fait que ça dépend des échelons, essentiellement. Ça dépend. Tu commences à combien à peu près? J'ai aucune idée. Ah ouais? Ouais.
J'ai aucune idée. Ça dépend si tu as fait infirmière auxiliaire, si tu as fait ta technique, ton bac, les échelons vont changer. Là. Fait que je sais que l'infirmière praticienne va gagner plus cher aussi. OK. Puis c'est tellement variable aussi si tu as des primes, si tu travailles dans les soins critiques ou pas, les soirs, les fins de semaine. Fait que le salaire va vraiment varier tout dépendamment du milieu que tu travailles. As-tu une braquette, toi, pour ton poste à toi? Ou... De combien je... Ouais, que tu pourrais nous dire, juste pour qu'on ait une idée. Ben, l'infirmière praticienne, elle va être au-dessus de 100 000. OK. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est bien payé? Est-ce que tu considères que pour la charge de travail, ça fait du sens? Ben, pour la charge de travail et le niveau de responsabilité qu'on a, je pense qu'on pourrait en avoir un petit peu plus. Par contre, il faut comprendre qu'on a un fonds de pension, on a des avantages sociaux. Fait que des bonnes conditions. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même... c'est super intéressant, c'est sécurisant. Donc, quand on compare, par exemple, à nos collègues médecins qui eux, sont des travailleurs autonomes, ben, tu sais, ils n'ont pas le régime d'assurance collective, il faut qu'ils payent leurs frais accessoires, les frais de bureau, tout ça. Fait que quand on met au prorata, ça revient par rapport au médecin de famille, là, si on parle, là, les spécialistes, c'est autre chose. OK. Aux urgences, c'est quoi les pires raisons que tu as vues dans ton... Dans toute ton expérience? C'est quoi les pires raisons que les gens sont venus à l'urgence? Oui, ben, c'est drôle, j'ai répondu à cette question-là dans un cadre amical dernièrement, mais j'ai souvenir d'une maman, ça fait longtemps de ça, là, puis son bébé, il y avait un petit orteil qui était rouge, mais finalement, c'était un cheveu qui était juste enroulé. Comme incarné? Ben, il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de... Mais tu sais, fait que sinon, ben, il y a des gens qui s'ennuient. Qui viennent aux urgences? Oui. OK. Ouais. Pour jaser ou juste ils se trouvent une raison pour être vus? Il y a les deux. Il y en a qui venaient nous voir, ils nous connaissaient bien. OK. Fait que c'est toléré, tu sais, c'est pas... Ben, c'est un service, on peut pas les refuser. C'est sûr qu'il n'y avait pas une cote de priorité élevée. Mais tu sais, moi, j'avais pour m'en dire qu'il y a pas de mauvaise raison de venir consulter, là. Parce que, tu sais, on prend vraiment la santé dans un aspect biopsychosocial. Il y a le physique, oui, mais il y a tout le psychosocial aussi. Donc, tu sais, des fois, ça a l'air un peu anodin, mais finalement, tu sais, il y a une autre détresse qui est sous-jacente. Fait que, tu sais, faut être capable, faut être sensible à ces choses-là. Mais évidemment, ce qui est malheureux à l'urgence, c'est une urgence. Donc, si ta vie n'est pas en danger, ben c'est pas une priorité. Pas à bonne place, mettons. Oui. Mais il y a une toute autre réalité. Tu sais, aujourd'hui, ben c'est souvent, les deux parents travaillent. Financièrement, c'est difficile parce que la vie coûte cher. De manquer du travail pour aller prendre un rendez-vous dans une clinique qui est ouverte de 8 heures à 5 heures, par exemple, ben, des fois, l'urgence devenait le seul moment où le patient ou la patiente pouvait trouver du temps dans son horaire sans être pénalisé financièrement. Fait qu'il y a de ça aussi que j'ai vu beaucoup. Les gens, c'était comme, ben c'est le seul moment où je peux venir. Tu sais, j'ai une infection urinaire, c'est pas dangereux, mais tu sais, je peux pas me permettre de manquer du travail. Puis les pires raisons, pas les pires raisons, excuse, mais les pires cas d'urgence, est-ce qu'ils viennent forcément en ambulance ou pas forcément? Pas toujours. Moi, j'ai vu du monde arriver sur pied, puis je suis comme... Comme comment tu t'es rendu ici? Le bras sectionné complètement, avec, tu sais, ça tient par un fil. Fait que c'est super variable. Genre, cet exemple-là, il est venu tout seul, genre? Ben, il y avait tout un gros bandage, mais oui, tu sais, fait qu'il y a vraiment de tout. Il y en a qui vont prendre l'ambulance parce qu'ils s'ennuient ou... Oui. Fait que... mais, ouais. Fait que, oui, la plupart du temps, quand ça va très mal, c'est qu'ils ont été évacués sur un lieu, là. Je vais te le demander parce que j'ai été témoin de ça quelques fois. Quand je suis allé à l'urgence dans ma vie, je pense qu'à chaque fois, j'ai vu des personnes en situation d'itinérance dans le hall d'entrée, mettons, ou rentrer, venir au triage, puis peut-être pour se trouver un endroit où il fait chaud, là, en hiver, ou peu importe. Est-ce que c'est le genre de choses avec lesquelles vous avez à dealer souvent? Bien, je pense que la situation d'itinérance a vraiment évolué, là, surtout sur la Rive-Sud de Montréal. C'était pas ce que c'est aujourd'hui dans le temps où j'étais à l'urgence, mais effectivement, on a répondu aux besoins essentiels et vitaux de certaines personnes dans des moments plus difficiles, mais
je pourrais pas dire que dans mon humble expérience, ça a été récurrent puis très intense, mettons. OK. Parce que, à moins que je me trompe, je suis pas mal convaincu que les agents de sécurité Oui. sortaient ces gens-là, leur disaient, vous avez pas d'affaires ici, tu sais, t'es pas blessé, rien. Puis Oui, non, je effectivement, il y a un constate que contrôle à faire, là, malheureusement. donc, tu ils sais, n'ont pas la possibilité tant que ça de juste avoir un endroit où rester au chaud, là. Non, Ça reste effectivement. l'urgence, là. Exactement. Ouais. Puis les civières sont déjà pleines, malheureusement. Ouais. Tu sais, les salles d'attente sont bondées, donc tu sais, c'est difficile de tolérer ça, malheureusement. Là. Ouais, exact. Malgré que ces gens-là, à quelque part, ont besoin d'aide, des fois, 100%. là. Ben, souvent. Ouais. Il y a d'autres services qui s'occupent de ça. tu sais. Exact. Mm. Ben, là, c'est le même principe de se trouver un rendez-vous pendant les heures de travail. Eux, ils n'ont pas beaucoup de ressources pour ça, mais c'est ça. Ouais, ils travaillent fort là-dessus, Ouais, mais... il y en a, là, mais ouais, peut-être pas ouais, je comprends. assez. Ouais. OK. Ben, je demandais parce que j'ai été témoin de ça. Pour... Qui ont été qui ont été Mhm. sortis, ouais. Exact. Ouais. Ben, À c'est Sherbrooke? sûr. Ouais. OK. C'est fou. Voilà, en fait, il y en a de plus en plus à Sherbrooke, c'est vrai. Parce que, tu sais, là, la ligne est mince, là, de dire... tu sais, toi, tu travailles au triage depuis une personne, là, tu constates clairement que c'est par ses vêtements, par, bon, peu importe, là, que c'est quelqu'un qui habite dans la rue, là. Ouais. Là, est-ce que tu refuses d'y dire non, t'es pas blessé? Est-ce que tu... C'est compliqué quand même. J'imagine que vous avez quand même des moments où vous dites ouais, je sais pas trop quoi répondre, mettons. Ah, mon Dieu, il y en a eu. C'est sûr qu'il y a eu des situations qui sont déchirantes, mais tu sais, on peut pas. C'est sûr que si on mettra pas la vie de la personne en danger. Tu sais, c'est sûr que J'imagine. s'il démontre des signes d'engelure ou des blessures, c'est sûr qu'on va adresser. Mais si on permet de venir là, je sais pas comment ça va sortir. Là. Je veux pas avoir l'air sadique, là, c'est pas ça. Mais tu sais, si on permet à un, on permet à tous. Ben oui, exact. Puis à tous, puis ça peut devenir un problème. C'est sûr que là, je pourrais pas parler, j'ai pas vu la situation dernièrement. Là. Non, ben c'est ça. Il y a des Ouais. endroits où il y en a beaucoup plus, là. Donc, Ouais. clairement, si tu dis... Faudrait c'était parler à moins une ton cas. infirmière ou un infirmier au centre-ville de Montréal. Là. Ouais, ça doit être quelque chose, là. Ça doit être une autre game. Ouais. Pour quelqu'un qui écoute, puis même, en fait, pour moi, Ouais. c'est quoi vraiment la différence entre une préposée bénéficiaire et une infirmière? OK. Très bonne question. En fait, les préposés aux bénéficiaires, c'est des aides aux patients. Ils font tellement de choses, là, puis on ne pourrait pas fonctionner s'ils n'étaient pas là. La plupart, les soins d'hygiène, tout ce qui est soins d'alimentation, ils vont nous rapporter de l'information sur qu'est-ce que le patient a mangé au repas, tout ce qui est élimination, donc les urines, les selles, les quantités, les qualificatifs en lien avec ça, tout dépendamment. Nous, on a des plans de soins. Fait que quand on commence la journée, on a un préposé attitré à nos patients. J'ai une discussion, on fait le tour de nos patients, puis je dis ça, il faudrait porter attention à ça sur tel patient. Puis eux, ils ont leur plan de soins à eux aussi. Donc, ils sont vraiment les yeux, les oreilles pour nous, alors que nous, on est aussi les yeux, les oreilles pour nos collègues médicaux. On va rédiger nos notes. Donc, le médecin qui fait sa tournée va avoir un portrait global du patient dans le 24 heures. Il va sauver du temps à quelque part. Exactement. Ils font du transport de patients. À l'urgence, moi, ils faisaient tellement de choses. Là. Ils font des électrocardiogrammes. Ils vont faire beaucoup de soins aux patients aussi. Ils vont faire la réanimation. Ils sont dans la salle de choc. Ils installent le patient, coupent les vêtements, installent les appareillages. Donc, c'est fabuleux ce qu'ils font. Là. Donc, l'infirmière, elle dirige, en fait, plusieurs préposés de bénéficiaires, c'est ça? En fait, on est en équipe, en diade. Donc, moi, si j'ai 6 patients, dans la section où je travaille, il va y avoir un préposé qui est probablement pour les 2 infirmières. Donc, on va se donner des consignes. Moi, j'avais un préposé au triage quand j'étais à l'urgence. Donc, lui, il s'occupait de placer les patients qui arrivaient en ambulance sur une civière, de faire des examens, de faire le CG, par exemple. Donc, leur rôle va varier dépendamment de où ils travaillent. Mm-hmm. Mais essentiellement, c'est vraiment les besoins de base du patient puis veiller à leur confort. Mm-hmm. Alors que l'infirmière fait ça aussi. Moi, j'ai participé à tout ça comme infirmière, mais on est dans l'évaluation aussi de la douleur, l'administration des médicaments. La prescription, là, ça, c'est vous, dans le fond. Les infirmières praticiennes ont un droit de prescrire. Les cliniciennes qui ont fait un bac ont des ordonnances collectives avec certains droits de prescription, mais de façon générale, moi, à l'urgence, je n'avais pas de droit de prescrire. OK. Ouais.
Puis, tu as mentionné 6 patients. Est-ce que c'est environ ça? Dans ta journée, tu t'occupes de Bien, 6 ça personnes dépend. environ? Oui, c'est une bonne question. Ça va dépendre si je suis en observation à l'urgence. Donc, les patients sont vus, sont stables, sont installés. C'est un ratio environ de 6. Si je suis OK. en réanimation, c'est maximum 2. OK. Dépendamment si le patient est intubé, tout ça, ça va être du 1 pour 1. Donc, encore une fois, dépendamment où on travaille, c'est sûr qu'à l'urgence, c'est un département de soins critiques. Donc, le ratio est un peu plus petit que si je vais dans une unité de personnes âgées. Ouais. Là, il va y avoir des diades, une infirmière bachelière avec une infirmière auxiliaire. Puis là, ils peuvent élargir le nombre de patients. OK. Fait que OK. c'est très variable, dépendamment du milieu clinique. Assurément. Puis dans Ouais. vos journées, parce que c'est littéralement un service d'urgence, là, vous n'avez pas, j'imagine, une pause à 10 heures puis une pause à midi pour dîner? Ouais. Ouais? Oui, oui. Tout Mais est si... prévu. J'ai eu le privilège d'être infirmière en charge de l'urgence pendant quelques années. Fait qu'on fait la feuille d'assignation. Là. OK. Fait que tous les postes sont inscrits avec le nom de la personne, puis il y a une rotation qui se fait. Fait qu'à chaque jour, on change la date, puis on s'assure que ce soit équitable. Mais chaque personne est prévue avec un remplacement. Fait qu'on est jumelé avec quelqu'un OK. pour que les deux partent pas en même temps. Puis c'est sûr qu'il y a des fois que j'avais pas de pause, puis que je coupais mon dîner ou que j'allais pas dîner du tout. Mais de façon générale, on fait vraiment un effort. Puis moi, qui étais infirmière en charge, pour dire quelque chose, si mon infirmière ne pouvait pas aller manger, bien, j'allais la remplacer. OK. Parce que c'est important là, qu'on reste... Ben, on va qu'à nos rassasié, là. besoins. Ben là. oui, Fait c'est ça. que ça arrive des fois qu'on devait couper nos pauses, mais on essaye le moins possible que ça arrive. OK. Donc, c'est très respecté, là. Il faut. Oui, bien, clairement, Oui, il faut. oui, oui. Absolument. Mais c'est intéressant de savoir que vous Ouais. avez un remplaçant. Encore là, ça fait quelques années que, tu sais, mais je pense que la mentalité reste la même. Tu sais, on n'est pas cloué à notre poste sans pouvoir bouger, là. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour remplacer. Est-ce que tu es tout le temps avec les mêmes personnes à chaque shift quasiment? Ou est-ce que ça crée des équipes soudées? Ah, ben en tout cas, j'ai des bons souvenirs de mes années. On avait une très belle équipe. Là, elle a changé beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont devenus IPS maintenant. D'autres qui ont changé de département, mais effectivement, c'est sûr qu'on devient une petite famille, là, dépendamment aussi quel poste tu occupes, parce qu'il y a des infirmières et infirmiers qui choisissent d'être à temps partiel, d'autres à temps plein. Donc, dépendamment, si tu travailles à temps plein, tu vas revoir plus les mêmes gens. Mais effectivement, c'est une grosse équipe, là. OK. Ouais. Très cool. Ça ressemble à quoi un des plus beaux moments que tu as vécu avec un patient? Le premier qui me vient en tête, là, c'est une situation qui était difficile pour un patient qui était vraiment seul. Il y avait un cancer, puis il était en isolement aussi. Il était dans une chambre seule, puis on a pleuré ensemble. Ah ouais? Ça a l'air triste comme ça, là, mais d'apporter un réconfort aussi, de valider le patient. Mais moi, ça a été un moment super fort parce que c'est un patient qui m'a démontré beaucoup de reconnaissance par rapport aux soins que j'avais prodigués. Puis la situation était pas très drôle pour lui. C'était quoi sa situation médicale? Eh bien, un cancer. OK. Oui. Ça fait très longtemps de ça, encore une fois. Mais, ouais, des moments forts, il y en a tellement, là. Tu sais, je veux dire, mais celui-là, particulièrement, m'a marqué. C'était dans mes débuts aussi. Fait que je pense que ça m'a marqué de voir l'impact qu'on peut avoir juste en s'assoyant sur le lit de quelqu'un puis de prendre la main. Une situation similaire s'est passée, en fait, dans la COVID aussi, alors qu'on savait pas trop qu'est-ce que ce virus-là allait faire. Puis je travaillais aux soins intensifs, puis j'arrive avec mon seau de scaphandre, là, tu sais, qui... Ouais. Puis là, la personne, elle sait pas trop ce qui va y arriver, puis je m'assois, puis je prends la main avec mes gants, puis, tu sais, c'est comme, moi, je suis protégée, mais pas toi, là, Ouais. tu sais. Ah, c'était spécial. Mais il y a une connexion qui se fait quand même malgré tout l'appareillage puis les choses qu'on peut porter. Donc ça, c'est puissant aussi, là. Est-ce que justement, juste faire un pont là-dessus, Ouais. parce qu'on parle des patients, mais est-ce que généralement, quand quelqu'un commence dans le domaine de la santé, il y a peu de détachement avec les patients, puis de plus en plus que tu as d'expérience, tu as plus de détachement avec les gens pour justement pas avoir autant d'émotions sur le dos? Oui.
C'est une vraiment bonne question. Puis, ah, j'ai un ancien collègue, quand j'étais aux soins intensifs, j'étais un peu reconnue comme je m'attachais beaucoup aux patients. Puis je dis patient, là, mais c'est masculin, féminin, là, je fais pas la distinction. Puis il y avait un roulement, malheureusement, aux soins intensifs. La COVID, vous le savez, beaucoup de gens qui décédaient. Fait que, tu sais, je partais en congé quelques jours, puis des fois, on revenait, puis ben, les patients qu'on s'est occupés, beaucoup avaient décédé. Puis j'ai un collègue qui m'avait déjà dit, là, Val, celui-là, attache-toi pas à ce patient-là, tu sais, parce qu'il n'y avait pas un très bon pronostic. Je pense qu'on se défait pas de ça. On apprend à se gérer, mais puis on est toutes faites différemment aussi. Hein? Je vous disais en début que j'ai des tendances sensibles. Ça a un des plus, mais ça a aussi des défis. Mais on est définitivement désensibilisé à certaines choses. Ouais. Autant l'infirmière que la préposée aux bénéficiaires. Bah oui, on voit les mêmes choses. Ouais. Au même titre que vous allez parler à un policier, un paramédic, un pompier, ils voient des choses que l'humain peut même pas s'imaginer qu'il voit. Là. Fait qu'à un moment donné, pour être capable de rester dans ton rôle, de rester concentré sur ta tâche, il faut que tu fasses abstraction à ces détails-là. Tu les vis peut-être à rebond après. C'est pour ça que le debriefing est important. J'ai des situations très traumatisantes en réanimation, puis on a jasé après, là, parce que... Entre collègues. Oui, il faut que ça sorte, là, tu sais, une situation d'un enfant, des choses qui sont plus délicates. Donc, il y a de l'aide au personnel aussi, là. Ah ouais? Psychologique, oui. Ouais. OK. Obligatoire? Non, Ou non? mais qui est offert. Qui là. est disponible. Pendant la COVID, on avait eu une rencontre avec une éthicienne, là, quelqu'un qui travaille en éthique, parce que faut se dire que la priorité, c'est nous. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans la chambre d'un patient, même s'il était en train de mourir, tant qu'on n'était pas habillé de la tête aux pieds. Mais ça prend du temps à faire ça. Fait que moi, je me sentais pas en danger parce que, je veux dire, j'étais en santé, mais il y avait un mot d'ordre qu'on n'avait pas le droit d'intervenir si on n'était pas toutes vêtues. Puis... Est-ce que tu parles de la période de COVID? Oui, quand on était aux soins intensifs, de patients qui étaient super malades. Fait que, tu sais, il y en a que ça allait vraiment pas bien. Mais ça m'avait vraiment marqué parce que des fois, tu sais, gants, pas gants, let's go, on y va, là. Mais malheureusement... Est-ce que tu l'entends souffrir, en fait, c'est ça? Bien, si le patient avait arrêté de respirer ou il était en arrêt cardio-respiratoire, avant de débuter les manœuvres, il fallait prendre le temps de mettre le N95 puis tout ça. Donc, c'est juste qu'on avait été rencontrés comme équipe pour parler de ça, puis nous expliquer le pourquoi, puis on le comprend, mais ça reste que c'est challengeant moralement. Il y a quelqu'un en détresse, je mets mon masque, let's go, mais... C'est peut-être le 30 secondes de trop, là. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que... Okay. Est-ce que globalement, la santé des gens en 2026, elle va bien, selon ton expérience dans le domaine? La santé mentale va moins bien. C'est tough. Mais c'est une grosse question, j'ai pas la réponse. Tu sais, là, je travaille en première ligne. Ce que ça veut dire, c'est que je suis plus en prévention, puis en réglant des problèmes plus chroniques, des petits problèmes ponctuels, mais on est moins dans des grosses situations traumatiques. Mais la santé mentale est fragile, autant pour les enfants, les ados, les personnes adultes. Il y a une grosse charge, il y a un gros stress, je pense, populationnel actuellement. Tu as vu une croissance depuis le début de ta carrière? Oui. Ouais. Plus de gens qui viennent pour ces raisons-là? Oui. Okay. Bien, tu sais, c'est aussi des réalités familiales qui sont complexes, là. Tu sais, les deux parents travaillent, le stress financier, ils ont des enfants. Ça prend beaucoup d'énergie puis beaucoup de stratégies pour passer à travers ça, de ce que je vois. Beaucoup de virus, beaucoup de... Tu sais, l'enfant, il est malade, il faut que tu manques du travail. Fait que c'est quand même assez complexe. Mais je pense que les gens prennent ils ont l'air de prendre mieux soin d'eux, je le souhaite. C'est un peu le but de notre projet Balado aussi, de sensibiliser les gens à l'importance de cultiver la santé. Puis notre corps, on en a un, tu sais. Fait qu'on peut se tuer à l'ouvrage, à pas bien manger, pas bien dormir, mais puis faire plein d'argent. Mais une fois que tu as plein d'argent, mais tu n'as plus la santé, ça s'achète pas. Ouais, c'est pas rachetable. C'est ça. Ouais. C'est quoi la première erreur que les gens font au niveau de la santé? C'est une bonne question.
Ben, fumer. Je pense que déjà là, il y a beaucoup plus de gens qui ont cessé de fumer, mais le tabagisme, c'est horrible. L'alcool commence à prendre de l'ampleur aussi en termes de sensibilisation. On Ouais. est comme le risque zéro, c'est pas d'alcool, mais c'est associé à un très bon nombre de cancers. OK. Mais je pense que l'hygiène du sommeil, tu sais, la portion sommeil, c'est ce qui est plus crucial pour la réparation, tu sais, au niveau de la gestion des émotions, la gestion hormonale, tu sais, d'avoir un minimum d'heures de sommeil, ça te permet de moins vieillir plus vite. Hmm. Mais sont tous interreliés, l'alimentation, l'exercice physique. Tu sais. Ouais. L'exercice physique, c'est la meilleure pilule au monde, là. On vieillit plus vite si on dort pas assez? Ouais. Ah, OK. L'espérance de vie des gens qui dorment, qui font de l'insomnie ou qui Ouais. travaillent de nuit même est réduite. OK. Ouais. C'est quoi? Je pense que ça varie d'une personne à l'autre, Oui. mais ça varie entre 5 et 9 heures, je pense. 5 et 8 heures peut-être par Le personne? besoin en sommeil, Ouais. Je pense que le plus bas, c'est 5 heures. optimal, c'est 7 à 8 heures. Ouais. Ouais. Mais ça disait qu'il y a certaines personnes qui peuvent Oui. super bien vivre avec 5 heures. Absolument. Ça disait top les millionnaires qui peuvent dormir avec peu d'heures, puis là, ça disait Elon Musk 4-5 heures. Là, j'étais comme 4 heures, me Ouais, semble mais que ça ça, c'est marche pas vraiment. tellement, c'est super variable d'une personne à Ouais. l'autre, mais tu sais, les recommandations qu'on émet, on ne pourra jamais les généraliser à tout le monde, mais essentiellement, si on est capable d'avoir une qualité de sommeil, puis c'est, tu sais, les écrans viennent nous nuire aujourd'hui, c'est facile on tombe dans la consommation, la lumière bleue, fait que, tu sais, ça fait beaucoup de choses à penser. Il faut revenir à la base puis de faire des petits changements à la fois. Sinon, on fait tout en même temps, mais ça dure une semaine. Puis après ça, on dit « Ah, de la merde! Trop compliqué, trop long, C'est trop ça. ci, trop ça. » Fait que moi, avec mes patients, je suis vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance. Puis qu'est-ce que tu es prêt à changer? T'sais? Par quoi tu voudrais commencer? Qu'est-ce qui est réaliste? Puis de partir de ce que la personne est prête à faire et non ce que moi, je voudrais qu'elle fasse. Tu sais. C'est ça. Est-ce que le fait de voir des choses complètement atroces dans ta vie, ça t'a poussé toi-même à changer des habitudes de vie? Ça m'a poussée à peut-être pas faire certaines choses. OK. J'ai le danger, puis je veux pas discréditer certaines activités là, que j'ai vues souvent les gens rentrer avec des fractures, puis des ci, puis des ça. Je suis comme, moi, je n'irais pas faire ça. Genre des sports extrêmes, genre? Ouais, ou tu sais, certains types de surf intérieur, des choses comme ça. Puis peut-être c'est une. Mais la moto. Moi, la moto, c'est non. Ça passera jamais. Non. Faut jamais dire jamais, mais non. On l'entend souvent, ça. Ouais. C'est jamais super sécuritaire. Là. Ben, t'as pas de carcasse autour de toi, là, tu sais, je veux dire. Puis j'ai vu, tu sais, même si c'était des patients qui étaient toutes bien habillés, avec une, tu sais, c'était pas une motosport, ils faisaient pas de vitesse, mais Colin, il y a quelqu'un qui est rentré à sens inverse sur l'autoroute. C'est ça. C'est même pas de sa faute, tu sais, ouais. fait que c'est hyper dangereux. Ça, c'est certain que moi, ça m'a marqué. Même le vélo, là, tu sais, des fois, le vélo de route ou des accidents, ça vient tellement vite. Mais les habitudes de vie, j'avais déjà des bonnes habitudes à la base. C'est sûr que ça nous confronte beaucoup à la maladie extrême. Là. Ouais. Est-ce que ça te rend plus sur... est-ce que justement le fait d'avoir une si grande perspective fait que tu peux être plus heureuse facilement? Ah, j'aime ça, cette question-là. Ben, c'est tellement, tu sais, le bonheur en soi se définit différemment d'une personne à l'autre, mais c'est sûr que je suis très reconnaissante de beaucoup de choses, des fois d'être juste sans douleur. Tu sais, on voit tellement des gens souffrir au quotidien, on prend pour acquis beaucoup de choses. Fait que je pense qu'effectivement, travailler auprès des gens qui ont des enjeux, ça nous amène à relativiser beaucoup dans notre vie. Ouais. Il y a des moments où on part et on se plaint pour pas grand-chose, là, mais ce travail-là nous ramène quand même. Des fois, j'écoute des histoires puis je suis là, ouais, ben finalement, mon petit problème, il faut pas que je le banalise, mais il y en a d'autres qui vivent des choses plus difficiles. Ouais. Faut être conscient que la santé, c'est pas acquis pour tout le monde. T'sais. Exact. Puis qu'il faut être chanceux de ce qu'on a. T'sais. Puis que du jour au lendemain, ça peut changer. Exact. C'est... Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses maintenant que tu ne peux plus voir? Est-ce que, tu sais, je sais qu'il y en a qui pourraient jamais travailler peut-être avec des enfants ou autres, là? Ben, j'étais désensibilisée parce que j'étais exposée à l'urgence, mais ça fait un moment que j'y suis pas allée. Je serais curieuse de voir, de me replonger dans cet univers-là. C'est assez impressionnant, l'urgence, là. Donc, je sais pas. Je pense pas. Je pense que mais je sais pas comment je réagirais. Parce qu'aux soins intensifs, faut le dire, moi, j'ai appris un nouveau travail, là. Ah, c'est sûr. Quand j'ai travaillé aux soins intensifs pendant la COVID, moi, je suis une infirmière d'urgence. Puis mes infirmières qui nous écoutent sauront que c'est deux mondes. J'ai appris un nouveau travail parce que j'ai appris de la nouvelle machinerie, une nouvelle façon de travailler. L'urgence, tout revole, puis le patient, il ressort en vie, puis let's go, on le transfère aux soins. Mais quand il arrive aux soins intensifs, tout est ordonné, le patient il est tout techniqué. Il a passé à travers un paquet d'affaires. Oui, c'est ça. Tu regardes la salle d'urgence, il y a du sang, des affaires partout, puis aux soins intensifs, c'est très organisé. Fait que c'est vraiment deux mondes. J'ai appris ce nouveau monde-là. J'ai appris des machines incroyables. C'est complexe. C'est très, très complexe. Fait que j'ai été réexposée à des situations puis des patients très, très malades. Ça s'est bien passé. Ouais. Fait que, ouais. Donc, tu penses que tu Ouais. peux passer à travers à peu pense près que tout? ouais. Je pense que c'est ouais. bon. C'est un bon caractère fort. Je te demande parce que moi, voir une simple petite coupure, mettons, là, Ouais. j'ai le cœur qui me lève. Puis, Ma je suis bête pas noire, capable. c'était les fractures. Ah ouais? Moi, là, je pouvais voir bien des affaires, mais des os dans le mauvais axe, là. Qui Ouais. sortent, exemple. Ah! Puis je me forçais, là. Je disais Ouais. à mes collègues, je venais me chercher quand vous avez... Tu sais, je voulais m'exposer Ouais. davantage, mais ça va jamais... des fractures ouvertes, là, les chevilles, les poignets en S, c'est assez impressionnant. Ouais. Quand c'est ouvert. Pas nécessairement, il Non, n'y a pas juste besoin un bras d'être dans le ouvert. mauvais sens. Ouais. Ça reste, moi aussi. là. comme des vidéos de UFC ou pas capable d'écouter ça, là, quand Ok. tu le vois, là. Ah, Encore aujourd'hui? oui, Ah non, je vois de quoi j'ai tu bien parles. de la misère. Ah non, Hein? des fois. Ben, j'ai l'image parfaite. J'avais vu une vidéo de quelqu'un donne un coup de jambe Le d'un tibia à là, l'autre. puis là, ah non. virer J'aime en pas deux, ça. là. Fait qu'on a tous Ouais. nos petits dadas. Moi, à Ouais. ce jour, ça reste quelque chose de plus fragile. Il y a eu une athlète olympique en ski là, qui a eu qui s'est tordu genou cette année? le genou, là, ouais. Ouais, l'américaine. Ah, Lindsey Vonn. Ouais, Exact. Lindsey Vonn. Bon, on voyait pas tant. On voyait pas tant, mais au ralenti, Ouais, c'était oui, pas dans le t'as bon vu sens. qu'il était allé là. dans le bon sens. C'est vrai, Ouais, c'est ouais. vrai. Ça, j'ai de la misère. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr que dans cet exemple-là, je pense que c'était fait opérer 9 jours avant. là, tu Ouais, sais. exact. C'est comme elle prenait une chance très risquée de. Ouais, elle avait une d'être lésion en méniscale Olympique, ouais. à son genou, puis effectivement... Elle a failli perdre une jambe, hein, qu'ils ont dit. Je sais Ouais. pas si vous avez vu. Ouais. Ben, elle a eu plusieurs opérations. Là. C'était une fracture complexe. Mais semble-t-il que la blessure qu'elle avait avant les Jeux, c'est pas ça qui aurait causé Ok. son accident. Elle a vraiment mal tombé. Ouais. Puis, C'est super dangereux comme sport aussi. ah ouais, absolument. Exact. Est-ce que, sur un autre ordre d'idée, est-ce que tu serais à l'aise de soigner tes proches? Oh! Vous avez le droit. Ben, en fait, il y a un conflit d'intérêts qui peut. Tu sais, en fait, quand tu es émotionnellement impliqué dans une relation Ouais. avec un patient, ça peut nuire à ton jugement clinique. Parce Donc, que quand on avait reçu une chirurgienne, elle avait dit qu'elle pouvait pas. non, faire on peut pas. ça. C'est ça. on Même peut pas. l'infirmière. Ben, je parle, mettons, à la maison, là, Ouais. ou pas dans le cadre du travail. là. Ah, OK. Dans le sens que si quelqu'un me demande un conseil. Ouais, ça, ou littéralement, je sais pas si tu peux prescrire. J'ai aucune idée. Là. En long puis en large. Là. Tu sais, il y a des exceptions pour, tu sais, on peut rendre service, mais il faut que j'aille fait une évaluation, il faut que j'aille fait une note par rapport à ça. Tu sais, médico-légalement, il y a des choses à faire. OK. Puis, tu sais, depuis que je suis IPS, c'est sûr que j'ai énormément de gens dans mon entourage qui me demandent des conseils médicaux. C'est ce Puis, que je me dis. Hein. Tu te bases pas sur une discussion pour lui faire ben, c'est super complexe, Ouais. là, tu sais. Ça a l'air simple pour les gens, mais pour moi, tu sais, je prends une responsabilité en répondant. Exact. J'ai pas
pas vu le patient parce qu'il y a beaucoup de notre évaluation. Le premier quick look, là, au triage, c'était ça. Le premier quick look, tu le sais là, comment ça se passe. Fait que de prendre cette responsabilité-là, j'ai fallu que je mette des limites. Là. OK. Donc, tu refuses quand les gens te posent trop de questions, tu leur dis... Tout dépendamment de la nature de la question, mais de plus en plus, oui, je me protège. Puis aussi, à un moment donné, c'est que je décroche jamais, là. Ben, c'est ça, exact. C'est comme un humoriste qui se fait dire « raconte-moi des jokes », là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis en congé, là. Laisse-moi... Mais je comprends autre la chose, mais- détresse. Il y en a souvent, c'est tard le soir, il y a un moment de stress, mais bon, il y a le 8-1-1, il y a d'autres alternatives, mais c'est ça, à un moment Exact. donné. OK. Est-ce que... attends, j'avais ma question dans ma tête, puis la partie. Est-ce que vous avez beaucoup de... Est-ce qu'il y a de... C'est pas fier de parler. Est-ce qu'il y a de nouvelles maladies qui arrivent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment? Est-ce que des fois, vous avez des choses, des symptômes, quoi que ce soit, puis vous n'êtes pas capable de dire c'est quoi? Souvent. Là, 2 volets. Des nouvelles maladies. Je pense qu'il y a des choses qui avaient été éradiquées. On parle de la rougeole, on parle bon, il y a certaines maladies qui reviennent. Il y en a eu des nouvelles. Ça, c'est un volet. Après ça, l'autre, est-ce qu'on sait, on ne sait pas des fois qu'est-ce qui se passe beaucoup. Ça, c'est la première ligne. Puis ça a été un bon défi que j'ai eu de passer de l'urgence à la première ligne à on arrive à une réponse en quelques heures à je vais te laisser aller chez toi. Je sais que c'est pas grave, mais je sais pas ce que tu as. Fait qu'on va faire des tests, puis on va voir. Fait que ça a été un défi. Je pense que, avec l'immigration qu'on a eue, ça l'a amené une diversité dans les infections qu'on peut avoir. Puis ça, c'est normal, il faut composer avec ça. On a besoin de ces gens-là dans notre population. Mais notre corps devient plus fort aussi, j'imagine, sur plusieurs décennies, s'il y a comme de plus en plus de bactéries. C'est qu'il y a une vulnérabilité de notre corps si on n'a jamais été exposé à certains virus ou comme la COVID au début, c'était la panique, mais là, ça va devenir l'influenza, comme la grippe qu'on a, qui tuait plus que la COVID là, en statistique. En statistique. Mais il y a aussi des gens qui sont moins vaccinés. Il y a un enjeu de vaccination qui est encore très prévalente, donc ça amène une immunité collective qui est compromise à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, mais là, tu as dit, il y a peut-être des choses qui sont pas si graves, puis on renvoie les gens à la maison, mais est-ce que des fois, il y a des choses graves, vous savez pas comment les traiter? Vous n'avez pas de prognostic, forcément? Moi, là, ça dépend mon rôle d'IPS en première ligne dans mon bureau à la clinique. C'est sûr que si j'ai quelque chose de grave, je l'envoie à l'urgence. C'est mon corridor de service. Puis l'avantage d'avoir fait de l'urgence longtemps, c'est que j'ai un meilleur... Flair. un bon flair sur quand ça va moins bien. Mais essentiellement, on évite le plus possible d'envoyer les patients à l'urgence. Donc, pour pas engorger. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça, j'ai un souvenir, j'avais une superviseure de stage quand j'ai fait mon stage d'IPS. J'étais pas bien avec le fait de retourner un patient puis de dire je sais pas ce que vous avez, tu sais. Puis elle m'avait expliqué que ça arrive souvent, mais l'important, c'est de savoir ce que le patient n'a pas. Il n'y a pas les choses graves. Puis que c'est quelque chose qui est courant, puis qu'on va faire des tests, puis de mettre un bon filet de sécurité. Ça, c'est notre jargon en première ligne ou même à l'urgence, de dire au patient quand il doit revenir. De le rassurer, dans le fond. Oui, mais de dire si vous avez ça, faut reconsulter. Donc, c'est quand même de remettre la responsabilité à la personne de revenir s'il y avait une aggravation de la situation. Parce qu'on ne peut pas revoir les patients par prudence tout le temps. On n'aurait jamais fini, là. Exact. Puis il faut responsabiliser les gens aussi, je pense, dans leur prise en charge. On est là pour les évaluer, les guider, les traiter, mais ça reste que c'est votre santé. Donc ça... Est-ce qu'il y a des gens qui... Parce que j'imagine le seuil de douleur est très différent pour chaque personne. Comment vous dealez avec ça? Tu sais, si tu me dis t'as mal sur 10 à combien, je te dis que moi, c'est un 3, mais que lui, ça serait un 6. Là. Comment on gère ça? C'est vrai. Ah, c'est une belle question. L'échelle de douleur, c'est des échelles qui sont standardisées. On en a différentes pour les enfants avec des bonhommes, pour les gens qui ne parlent pas, les personnes âgées. Okay. Donc, tu sais, les caractéristiques de la douleur, c'est très subjectif.
Le chiffre, moi, tu sais, c'est de 0 à 10. 0 étant aucune douleur. 10, je vous coupe un bras à froid, là. C'est la pire douleur de Ouais. votre vie. 5, je donnais comme gauge à peu près que ça vous empêcherait de dormir. Je suis OK. pas capable de dormir parce que j'ai mal. Fait que souvent, ça recadrait les gens un petit peu. J'ai eu beaucoup de gens qui arrivaient avec un café du Tim. J'ai mal à 10 sur 10 depuis 2 semaines. Bon, je décrivais la douleur, mais c'est sûr que là, je leur réexpliquais l'échelle de douleur, Ouais. puis je leur redemandais de stratifier leur douleur. Ouais. Fait qu'effectivement, ça peut être très variable. J'ai des messieurs qui arrivaient avec une lacération vraiment importante, puis c'est comme, bof, 3. Ouais. Fait que En ça même temps, reste. l'adrénaline, puis tu sais, il y a tout Ouais. plein de facteurs, là, Ouais. selon moi. Absolument. OK. Fait qu'encore là, tu sais, c'est subjectif, il faut la documenter. Puis, il y a des paramètres après, tu sais, la fréquence cardiaque peut s'accélérer, il peut y avoir des signes, un visage crispé. Fait que c'est très variable. OK, Mm. OK. Puis là, on a parlé énormément d'urgence, mais là, si j'ai bien compris, présentement, tu es en cabinet, Oui, je suis dans un groupe de médecine familiale. comme tu as dit, au même titre qu'un médecin de famille. Là. Oui, fait que moi, je suis dans une clinique qu'on dit un peu semi-privée. C'est des médecins qui sont propriétaires, mais on a des subventions gouvernementales parce qu'on voit des patients avec l'assurance maladie. OK, Je suis dans une clinique à vocation particulière. On a beaucoup de femmes enceintes, des suivis de bébés, mais OK. ma patientèle, c'est du 0 à 100 ans. Là. Fait que j'ai des jeunes, puis j'ai des personnes plus âgées. OK, Moi, je suis employée du gouvernement, je suis employée du CIS, CIUS Montérégie-Centre, puis on est prêté au groupe de médecine familiale. OK, OK. Donc, on s'insère dans une équipe de 14-15 médecins, on est 3 infirmières praticiennes, puis on fait de la médecine de famille. Donc, je suis vraiment pleinement autonome dans ma pratique. Puis là, si je pose la même question, ta journée typique du Ouais. matin au soir, ça ressemble à quoi maintenant? Ben, le privilège, c'est que mon horaire s'adapte. Fait que je fais beaucoup d'enseignements. J'ai d'autres activités. Fait que je peux moduler mon horaire. Mais typiquement, c'est des quarts de 8 heures, comme tu le veux, de 8 à 4, de 9 à 5, de 10 à 6. Des fois, OK. je fais du bureau de soir. Mais je vois des patients. Fait que aux 20, aux 30 ou aux 45 minutes, dépendamment de la raison de consultation. Puis à travers ça, ben on fait de la gestion de laboratoire parce que je prescris des prises de sang, des imageries. Donc, il faut réviser ça, il faut faire des suivis téléphoniques. On remplit des formulaires pour la SAC, la CNSST. Donc, généralement, moi, je vois des patients dans 7 heures de ma journée. Il va peut-être avoir 1 heure où je vais faire plus du travail clérical ou sur mon heure de dîner. OK, OK. Ouais. Mais c'est beaucoup de documentation, Oui, si je beaucoup. comprends bien. Là. La rédaction de notes. Beaucoup plus qu'on pense. là. Oui, oui. OK. Ouais. Des C'est formulaires, une bête puis- noire pour beaucoup de professionnels. Puis à en parler, je me rends compte aussi que, bon, je ne suis pas la seule. Il faut se développer des stratégies, mais il y a aussi tout un changement comme infirmière, clinicienne. On est beaucoup dans le descriptif des situations. Puis quand on arrive en pratique avancée, faut être dans l'analyse, puis il faut être plus synthétique parce qu'on finira jamais. Il faut toujours penser aussi aux suivants qui vont nous lire. Un quick look sur la note, il faut que ce soit clair. Donc, il y a eu une adaptation du type de note que je rédigeais d'un rôle à l'autre. C'est encore en travail. Ouais. Ouais. Mais je C'est- m'améliore. Encore une bête un peu. Ben, c'est dur. On veut surtout pas manquer quelque chose. Tu sais, c'est sûr que il y a beaucoup d'informations qui se disent dans un bureau, là. Fait que, tu sais, médico-légalement aussi, je veux m'assurer que tout est bien documenté si jamais il y avait quelque chose qui arrivait, là. Absolument. Puis Ouais. on a parlé, désolé, je sais Non, pas si- vas-y. on a parlé tantôt brièvement de santé mentale Ouais. actuelle. Est-ce que tu constates qu'il y a beaucoup de cas qui s'ajoutent? Est-ce qu'il y a trop de prescriptions? On en a parlé un peu avant de commencer tantôt. OK? Est-ce qu'il y a une surprescription des antidépresseurs, des anti-anxiogènes? Comment on appelle ça? Je sais Les pas. anxiolytiques. Ah, exact. C'est une question que je pense pas être je peux pas répondre, tu sais, à ça de façon scientifique. S'il y a de la surprescription, faut comprendre que la médication qui est utilisée, c'est un outil qu'on a. Hein. La santé mentale, c'est complexe. D'une part, quand on voit un patient pour un enjeu de santé mentale, que ce soit de l'anxiété, de la dépression, ou
on va toujours éliminer une cause physique. Hein. Avant d'arriver à un diagnostic de santé mentale, il faut s'assurer que la thyroïde n'est pas débalancée, qu'il n'y a pas de l'anémie qui explique la fatigue ou autre cause. Après ça, ben la médication, moi, je le vois vraiment comme un outil qui peut être temporaire ou permanent chez certains patients qui vont avoir des dépressions répétées. Mais est-ce qu'on en prescrit trop? C'est difficile de dire. Est-ce que notre population va moins bien aussi? Ça, c'est une autre chose. Il y a la sous-prescription en TDAH, qui est aussi un sujet d'actualité. Qu'est-ce qui vient avant? Nos enfants sont devant les écrans. L'alimentation, moi, je crois qu'elle a un poids là-dedans. Tu sais, une alimentation qui est hyper riche en sucre, ça va amener une hyperstimulation, une fatigabilité. Fait que c'est difficile de mettre le doigt sur une chose. Puis c'est ça. Mais la population vit des choses difficiles en ce moment. Les réseaux sociaux, ça amène une comparaison, ça amène une souffrance psychologique qui est difficile à gérer. Nos jeunes en pleine définition de soi, dans leur, la quête d'identité, ça, c'est tough, là. Puis j'en vois beaucoup, là, l'intimidation. Puis là, c'est plus juste de l'intimidation à l'école, c'est de la cyber-intimidation. Fait que tu t'en vas chez vous, puis tu n'as pas fini d'en entendre parler, là. Fait que ça amène une détresse qui... Mais dans la science, dans la littérature, l'antidépresseur pour traiter l'anxiété ou la dépression chez les ados, pour dire quelque chose, c'est égal à la psychothérapie. OK. Fait que c'est vraiment la première ligne dans ces situations-là, c'est de parler à quelqu'un, puis d'avoir des stratégies pour apprendre à gérer ce qui se passe à l'intérieur. C'est aussi puissant que la médication, sinon plus même. Donc, on va essayer de l'éviter le plus possible puis de garder la médication pour des situations qui en ont vraiment besoin. OK. As-tu des enfants, toi? Non. Non? Non. OK. Non. Je me demandais parce que tu parlais de jeunesse, fait que là, je me suis dit peut-être que... Bien, tu je fais travaille, je travaille avec 70% de mes patients, c'est des enfants, Ah ouais? ados. Ouais. OK. Ouais. Adolescents. Ben, je fais des suivis bébés, puis Mhm. j'ai... ouais. Fait OK. que je vois vraiment, tu sais, TDAH, troubles de comportement, on en voit beaucoup de ça. Puis c'est dur parce que les parents sont surchargés, sont occupés. Fait que, tu sais, la discipline à la maison, tu sais, Ouais. c'est vraiment pas évident d'être parent aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas l'air. Ça, c'est sûr. Est-ce que on a une société peut-être où est-ce que tu penses qu'on a de la difficulté à voir un peu clair ou c'est dans le sens où il y a la technologie, il y a beaucoup de consommation dans un peu tous les aspects de la vie. C'est difficile peut-être de voir clair dans comment bien se comporter, comment être en santé, tu sais. Bien, je pense que la pandémie nous a un peu aidé dans un sens, tu sais, ça l'a ramené, ça nous a ralenti, en tout cas pas moi, là. Moi, j'ai travaillé plus que jamais, mais pour beaucoup de gens, ça l'a ralenti, revenir à la base. J'ai souvenir de certaines personnes qui s'emmerdaient tellement, qui faisaient le ménage de leur tiroir d'épices, là, tu sais, qui avaient vraiment tout fait. Fait que, tu sais, c'est très variable d'une personne à l'autre, mais je pense que effectivement, on est dans un feu roulant en ce moment, puis c'est difficile des fois de prendre un pas de recul. C'est difficile nous-mêmes, là. Je veux dire, combien de fois on est sur notre téléphone puis qu'on se dit, il faudrait l'être un peu moins, puis c'est une dépendance, là, autant. Puis ça, c'est dans notre tête, là. C'est tout le système de récompense. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment neurochimique en lien avec ça, là. Fait que... tout ce qui est la dopamine des gens est toute déréglée, en fait. Exactement. C'est ça? Ouais. Exactement. Puis ça va vers le pire, selon toi? Si on change rien, Un peu, hein? tu sais, Comment tu vois ça d'un aspect de mesure? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une grosse part, c'est l'éducation, tu sais, puis... Mais c'est difficile parce que tout est un peu nouveau, puis tout arrive de plus en plus vite aussi. Ben, je fais beaucoup d'enseignement. Tu sais, veux pas, moi, je travaille, oui, je soigne, je fais des urgences sans rendez-vous, des otites, des pneumonies, tout ça, mais j'ai beaucoup de patients que je fais du suivi de croissance, puis ça fait partie des éléments que je questionne, le temps d'écran, le sommeil, les habitudes de vie, on revoit ça constamment. Fait que,
Puis je demande à certains parents qui ont un bon contrôle des écrans, tu sais, comment vous faites? Tu sais, il y en a qui arrivent, là. Fait qu'il y a encore des gens qui sont sensibles à ça, mais c'est notre rôle à nous de faire de la sensibilisation, de l'éducation puis de l'enseignement. Puis de faire de la réduction des méfaits aussi. Tu sais, si c'est 4 heures, ben on amène ça à 3 heures par jour ou, tu sais, on suggère pas d'écran avant 2 ans, là. Ouais, puis Nous, on est une clinique sans écran maintenant. Ah ouais? Donc, c'est un projet qu'on a qui est super. On va pas sortir les gens qui sortent un écran, là, mais on favorise vraiment, on a mis des livres à la disposition de nos tout-petits. Fait que les parents, ils ont des choses à faire avec leurs enfants dans la salle d'attente, mais on a vraiment cette mentalité-là de Parce que limiter. normalement, dans d'autres cliniques, il peut avoir une télé, en fait, c'est ça? Oui, ben les enfants sont sur le iPad OK. ou sur le téléphone des parents, mais là, on OK, OK. encourage avec des banderoles puis des mots bienveillants d'utiliser ce moment-là pour peut-être faire de la lecture, raconter une histoire. C'est une bonne idée. Ouais, c'est cool. Ouais. Vous avez des écrans, on s'entend, le staff? Dans notre bureau, oui, j'ai Ouais, un c'est ça. ordinateur, effectivement. Ce serait Mais, compliqué sinon. Ouais, un peu. Mais je trouve ça fonctionne, puis je trouve ça beau. À chaque fois, je vais chercher mes petits patients, tu sais, ils sont en train de lire un livre avec le parent, puis je trouve ça vraiment super. Fait que je salue Absolument. cette initiative-là. Est-ce que toi, t'en vois justement des parents qui donnent des iPads à leurs enfants à Absolument. moins de 2 ans? Ah oui. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils ont un peu la paresse de l'éduquer, puis c'est comme facile, tu sais. Oui, C'est ça? puis l'enfant, ben, pleure, puis là, Ouais. ils veulent qu'il arrête qu'il pleure, puis tu sais, je comprends, mais moi, ça me dérange pas qu'il pleure, là, quand j'y regarde les oreilles ou que, tu sais, c'est un enfant. C'est normal Mais- qu'un enfant pleure. Oui, mais puis tu sais, on connaît pas la réalité du parent, là, peut-être qu'ils ont pas dormi, puis que ci, puis que ça, mais tu sais, c'est comme la récompense par la nourriture, c'est déconseillé. Fait que tu sais, combien de fois j'entends les parents, ah, ben, on va avoir une surprise, on va aller à telle place après. Mhm. Mais ça, on est de cette génération-là aussi, Ouais. mais dans les recommandations, c'est d'éviter ça. Parce que c'est un conditionnement à jeune âge qui peut être très néfaste sur comme comme tu disais tantôt, là, le métabolisme développement. de récompense ou... Ouais. Ce serait quoi une bonne manière de remplacer... Du temps de jeu, du temps de qualité avec le parent, ça peut être un collant, ça peut être... OK. Mais d'éviter la nourriture, puis Ça peut mener à des troubles d'obésité après, j'imagine, ou des choses comme ça? entre autres. OK. C'est intéressant quand même d'avoir le point de vue plus professionnel derrière ça. Mais En Sainte-Justine, éducation. l'hôpital Sainte-Justine a des super beaux guides pour les parents. Moi, je réfère beaucoup mes parents à ce site-là. Comment avoir une discipline, tu sais, comme parent, parce Ouais. que je veux dire, ça vient pas avec un livre d'instruction, un enfant. Exact. Puis, tu sais, c'est ça. On fait beaucoup d'éducation à la santé. C'est sûr que on est là pour les problèmes de santé physique et mentaux, mais je veux dire, comme parent, quand tu prends la décision d'avoir un enfant, tu prends la responsabilité Ouais. d'aller t'informer aussi. Ouais. Mais on est là pour ça. Donc, il y a plein d'outils qui sont disponibles aux parents pour mieux gérer les crises, pour, tu sais, faire le temps de retrait, des choses comme ça. OK. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'obésité au Québec? Parce que, tu sais, en Amérique, on voit souvent les États-Unis qui sont très élevés. Bon, il y en a partout, l'obésité en croissance. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Au Québec, Tu sais, c'est-tu, les États-Unis sont juste comme 8 fois plus que nous, mais je Ouais. dirais, oui, il y a de l'obésité. Puis en même temps, tu sais, il y a une situation économique qui est hyper difficile. L'accès aux aliments sains est plus difficile pour certaines familles. Ils ont beaucoup d'enfants. Fait que, tu sais, c'est complexe, mais je pense qu'on peut quand même faire des bons choix aujourd'hui puis aller vers des bons aliments. Faut le planifier. Est-ce que dans quasiment le même type de question, là, est-ce que les TSA, la trisomie, tout ça, est-ce que c'est en hausse aussi? Bien, c'est comme le TDAH, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on est meilleur à le diagnostiquer? Est-ce qu'on est plus sensibilisé Ouais. à ça versus est-ce qu'il y en a réellement plus? Les dur à experts n'ont dire. pas la réponse encore. OK. Ouais. C'est On se intéressant. pose la question. Comme le TDAH, là, le Québec ou le Canada, je me rappelle plus, mais on est un des plus grands prescripteurs de psychostimulants au OK. monde. Là. Fait que Ah qu'est-ce ouais? qui se passe? C'est à voir avec, à long terme. Mais c'est tellement dur de mettre le doigt sur la cause parce qu'il y a plein de facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur la grossesse puis qui peut amener des troubles neurodéveloppementaux. Ou génétique ou autre, là? Exact. OK.
On l'avait demandé quand on avait reçu notre chirurgienne plastique. Et selon toi, pourquoi qu'on n'a pas... pourquoi qu'on a de la difficulté avec les médecins de famille au Québec? Pourquoi les gens n'ont pas de médecins de famille, en fait? Et, ben, est-ce que c'est réaliste en partant de dire que tout le monde devrait avoir un professionnel attitré à eux? Je suis pas sûre que c'est réaliste en ce moment. Je pense que tout le monde devrait avoir un accès à une clinique, donc d'être associé à une clinique. Parce que l'accès aux soins est variable d'un individu à l'autre. Moi, j'ai mes patients, je pense qu'ils ont un très bon accès. J'ai des rendez-vous qui sont ouverts la veille, 3 jours avant. Mais ultimement, je pense qu'on devrait. Parce que, tu sais, de dire ce serait juste les gens malades qui ont un médecin de famille, c'est pas logique parce que quelqu'un en santé, du jour au lendemain, peut avoir une situation. Tu peux pas prévoir. Pourquoi? Bien, la médecine de famille, là, il y a eu un article tout récemment, justement, qui a été publié aussi, que ça perd beaucoup en popularité. Je pense que tout ce qui s'est passé dans la reconnaissance des médecins de famille dernièrement les a échaudés beaucoup. C'est pas attrayant comme spécialité. Alors Pourquoi? Ben, au niveau salarial, au niveau des conditions que le gouvernement voulait mettre. Il y a de moins en moins de médecins de famille. Il y en a moins. Okay. Il y a des postes disponibles, mais les étudiants, ils veulent pas aller en médecine de famille. Okay. Alors que la médecine de famille, c'est ultra... c'est compliqué, là. C'est sûr. Moi, je suis experte dans rien, mais il faut que je sache un peu de tout. Ben, exact. Parce que ma journée, là, je peux avoir un mal d'oreille, une dépression, un mal de dos, une arthrite, un problème comportemental, c'est hyper varié. Un problème de genou. Fait qu'il faut vraiment être connaissant dans toutes les spécialités. Fait que c'est... Puis là, les médecins de famille, ben il y en a plein qui font des accouchements, il y en a qui vont travailler aux urgences aussi, tu sais, ils ont des pratiques diversifiées, on fait des infiltrations. Ils sont surchargés. Oui. Est-ce que ça t'arrive de devoir consulter ta documentation, des livres ou Toujours. autre? Toujours, hein? Puis je le fais même devant mes patients. Ah ouais? Ben oui, c'est correct. Moi, je suis bien open par rapport à ça. Si tu savais tout par cœur, ça serait plus ça qui serait étrange. Là, c'est comme l'urgentologue qui travaille en réanimation, il faut qu'il sache ses affaires par cœur. Okay. Puis encore là, des fois, les dosages, ils vont aller sur leur application. Mais à part de ça, moi... avec le temps, tu deviens que tu consolides des choses, mais il y a des raisons de consultation, des fois, que je vois pas souvent. Fait puis des fois, j'explique le raisonnement que je fais au patient, je l'implique là-dedans. J'y fais quand il est apte et, je veux dire, ouvert à le recevoir. Ouais. Mais oui, des fois, les dosages, je vais sortir mon livre. Puis au début, j'avais un malaise avec ça, mais après ça, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un beau lien de confiance avec mes patients par rapport à ça. Oui. Puis je leur dis que je sais pas, mais qu'on va trouver, que j'allais tout faire pour les aider à trouver la réponse, tu sais. Puis que je savais qu'il n'y avait rien de grave. Est-ce que vous connaissez le corps humain comme un médecin, dans le fond? Ben oui, on a des cours de... Oui. Ouais. Okay. Mais encore là, c'est très variable d'une personne à l'autre. Les médecins, même eux, ils ont une connaissance variable du corps humain, mais c'est sûr que dans le cursus de la médecine, ils ont beaucoup plus de cours de physiopathologie, etc. Mais j'en ai eu à la maîtrise, puis j'en ai eu au bac aussi. Fait que j'en ai fait aussi. Cours de pharmacothérapie. Tous les os, de connaître toutes les parties du corps. Oui. C'est tout du par cœur, littéralement. Pendant que tu fais ton cours, mais après ça... Ouais, tu vas pas te rappeler de tout. Je sais que si je parle plat puis ça fait mal puis je me rappelle plus trop de cette structure-là, ben je retourne dans mon livre, mais mon examen est pertinent. C'est juste après ça, la structure en soi, je peux aller la chercher en deuxième temps. De le confirmer, en documentation. Est-ce que ChatGPT, vous l'utilisez en tant qu'infirmière? Oui. Fait que l'intelligence artificielle s'est insérée dans les derniers mois, dernières années, mais a été officiellement approuvée. Certains serveurs ont été, serveurs ou applications là, qui ont été acceptés par exemple, le CIUS où je travaille pour la rédaction de notes. Fait que ça nous permet, avec l'autorisation du patient, d'enregistrer la consultation, puis ça va nous rédiger une note
qui est loin d'être parfaite, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. On est responsable de le faire, mais il faut absolument se relire. Il y a des hallucinations du système qui sont fréquentes. Des fois, c'est un coude que j'examine, puis il m'écrit un genou dans ma note. OK. Ah, c'est Fait fou, hein? Fait que c'est très imparfait. Ça va le devenir éventuellement, Peut-être. j'imagine. Très déconseillé en début de pratique aussi parce que ça formule des impressions diagnostiques qui peuvent être erronées. Donc, ça prend quelqu'un, tu sais, d'expérience pour... Fait que ça, c'est... Il y a certains outils qui sont approuvés, mais on est responsable quand on fait approuver sur notre note qu'on a relu tout ce qui est écrit là-dedans. Ouais. Ça retombe quand même sur toi, là, s'il oui. y a un problème après. Là. Après ça, ChatGPT, ben, tu sais, il y a différents... il y a plein de... Moi, je les connais pas, là. Je suis pas... je pense que tout le monde peut s'en servir un peu à titre de référence, mais ce n'est pas officiel avec l'information à 100 %. Ouais. Donc, il faut vraiment aller avec des outils qui sont reconnus, des bases de données probantes. Nous, on a des outils en médecine, UpToDate, par exemple, là, qui est vraiment notre bible médicale avec les conduites qui sont approuvées, là. Donc, en tant qu'individu de la société, tu déconseilles de poser des questions à ChatGPT pour c'est des une bonne symptômes question. de santé, tu sais? Bien, maintenant, je le demande à mes ouais? patients. Ouais. C'est quand il y en a qui arrivent, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations. Je dis, est-ce que tu as fait tes recherches? Oui, sur quoi? Moi, je suis pas contre ça. Au contraire, je trouve que les gens, ça démontre qu'ils s'engagent davantage. Vous allez chercher des réponses. Après ça, tu sais, de confronter le professionnel, des fois, de dire qu'il n'a pas raison. Il faut faire attention parce que Chat, elle n'a pas toutes les informations. Il n'y a pas toutes les informations. Puis si tu ne poses pas la bonne question ou tu ne lui donnes pas les bonnes données, il peut t'amener dans une autre direction que moi, je vais avoir posé tu sais, on a eu un échange différent. Fait que je suis pas contre ça, mais il faut faire attention. OK. Ouais. Intéressant. C'est une bonne réponse, je pense. Ouais. OK. Les gens se fient beaucoup là-dessus ces temps-ci, là, j'ai l'impression. Ça va se développer de plus en plus. Tu sais. Oui. C'est comme inévitable aussi, là. Oui, puis aussi, tu sais, ça peut aider à... Tu sais, il y a des bons conseils qui se font, là. Tu sais, je me suis foulé la cheville, quoi faire? Bien, tu sais, ça peut pas porter préjudice à la personne, là. C'est ça. Fait que, au lieu d'aller attendre, je sais pas combien de temps pour... par contre, tu sais, est-ce que c'est clair quand il faudrait consulter? Je pense que ça l'est assez, mais il faut que la personne soit allumée, là. Ouais, qu'il fasse quand même un minimum de jugement Ouais, exact. par lui-même ou par elle-même. Une question que j'ai souvent, puis peut-être que là, je pars sur une tangente, mais je pense que c'est important aujourd'hui, peut-être qu'on clarifie, c'est les différents types d'infirmières. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler. Allons-y. On peut en parler, oui. Parce que là, on parle d'IPS. Moi, j'ai parlé aussi d'infirmières auxiliaires au début. Ouais, Fait que, tu sais, bachelière, auxiliaire, que tu as dit? Fait qu'auxiliaire, c'est un DEP. OK. Fait que l'infirmière auxiliaire a le droit d'administrer des médicaments par la bouche, peut, si elle a eu la formation, installer un soluté, mais il ne peut pas avoir de médicaments à additionner dedans. OK. Et n'a pas la formation pour faire une évaluation d'un patient ou de la douleur, par exemple. OK. L'infirmière technicienne, elle va avoir fait son cégep, donc la technique au cégep. Puis l'infirmière clinicienne va avoir fait son bac. OK. Mais là, ce qui est funky, puis qu'on est la seule province au Canada que c'est de même, là, parce que les autres provinces n'ont pas de cégep. Hein? Ouais. Moi, j'ai fait mon bac initial. Fait que j'ai fait mes sciences santé au cégep. Après ça, je suis allée faire mon bac de 3 ans. Mais tu pourrais faire ta technique en 2 ans, puis aller faire un 2 ans de bac pour faire ta infirmière clinicienne. Là, je ne sais pas si je vous ai perdu. Non. Mais essentiellement, une technicienne, puis moi qui ai fait le bac initial, on fait la même job. Mais on a 2 parcours différents. Exact. Un plus long que l'autre. Un peu plus long, mais après ça, tu peux faire ta technique, puis tu peux aller faire ton bac, mais ton bac il est juste moins long parce que tu as déjà des crédits. Ouais. L'infirmière clinicienne, la grande différence, elle a des cours en santé communautaire, des cours en soins critiques que l'infirmière au cégep n'a pas. On va vraiment plus pousser au niveau de l'évaluation, puis l'opportunité d'emploi est plus grande. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aller faire leur bac pour aller chercher plus d'opportunités aussi.
avec certains droits de prescription, des ordonnances collectives. Les infirmières cliniciennes, c'est les seules qui peuvent travailler en CLSC. OK. L'infirmière technicienne va être plus en centre hospitalier ou en... puis l'IPS, ben c'est ça. L'IPS, elle a sa maîtrise, elle a son diplôme d'études supérieures, puis elle peut prescrire, diagnostiquer. Et travailler partout. Ouais. Très cool. Ouais. Donc, c'est la coche en haut. Là. Ouais. Ben c'est l'autonomie de pratique. Tu sais, moi, j'ai fait de l'urgence, j'ai fait ma formation à rôle élargi. J'étais allée travailler auprès des Autochtones C'est vrai. dans la Ouais, c'était ma région prochaine du... question. Ouais. Puis c'est là que j'ai comme... Tu sais, je revenais à l'urgence. Moi, j'ai jamais eu ce feeling-là de j'ai besoin d'une prescription pour donner du Tylenol à l'urgence. Tu sais, mon rôle pour moi était très clair quand je revenais au sud, quand on dit ça, là, quand j'allais à l'urgence, c'était mon rôle. Puis quand j'allais dans le nord, ben, j'avais plus de liberté. T'es comme vu des fois comme un médecin vu qu'il manque un peu de staff là-bas, c'est ça? Ben moi, j'ai travaillé dans un dispensaire dans mes premières années. Il n'y avait même pas de médecin sur place. Ouais. Là. Fait que moi, je travaillais dans la clinique le jour. Je voyais des patients. Puis le soir, j'avais mon CB. Puis j'étais le 911. Ah ouais. Fait qu'on avait OK. des tours de garde. C'est comme une façon d'aller chercher beaucoup d'expérience, j'imagine. Ah oui. Puis j'étais Ouais. contente d'avoir mon expérience d'urgence parce que justement, quand la clinique est fermée puis c'est les urgences, ben là, tu sais, j'étais aux toilettes puis 911, what's your emergency? Ah, littéralement. Fait que là, my baby has fever, OK. Fait que là, tu sais, j'évaluais, est-ce que j'ai besoin de le voir maintenant ou non? Puis là, je me déplaçais à la clinique puis je voyais l'urgence. OK. C'est un village où j'ai travaillé qui n'avait pas d'accessibilité par la route, c'était juste en avion. Donc, s'il fallait évacuer un patient, il fallait faire venir un avion. J'ai fait des Ah ouais? évacuations médicales en avion. OK. Ouais. C'est une Ouais, ça, petite c'est- communauté, ça? C'est... Oui, ben, c'était quand même un gros village parce que c'est le dernier village cri sur la baie du Thon, puis le premier village inuit. Fait que c'était deux populations qui cohabitaient. Mais le monde, Euh, il vient en skidoo, genre? Ben, ils se Il déplacent n'y a en pas de skidoo. voiture, là. Oui, il y a des voitures, Il y a des mais voitures. le village n'est pas accessible par la route. OK. Fait que la Mettons- seule façon OK. d'arriver là, c'est en avion. Mais dans cette Mais à petit village-là, l'intérieur, oui, c'est ça. C'est des OK. routes de terre avec Battues, des là. pick-up, puis beaucoup de skidoo, effectivement. c'est fou. Mais c'est Combien, merveilleux, c'est tellement beau. Ouais. J'ai fait ça pendant 4 ans, aller-retour. Ah, ok, wow. Là. J'ai tout fait, l'été, hiver, Noël, jour de l'an. Ah ouais. Ouais, Ah, c'était ça une doit être belle super population. formateur. Ouais. Oui, puis c'est des gens super attachants. J'ai été très bien accueillie. Ouais. Ah, eux, clairement, ils sont contents de t'avoir. Là. Oui, Ça apporte quelqu'un qui est là pour eux, littéralement. oui, c'est tough pour eux parce que, ben, entre autres, on repart. Ouais. Hein, tu sais, on est là à contrat, on vient, on part. Moi, j'ai eu la chance de toujours retourner dans le même village, par choix aussi. Mais c'est un deuil aussi, là, quand C'est ils sûr. s'attachent à quelqu'un. Moi, je me suis impliquée, là, j'ai donné des cours d'aérobie. Ah ouais. Tu sais, je me suis me suis liée d'amitié avec certaines personnes là-bas. Ils m'ont fait vivre des super belles expériences, tu sais, de leur culture. Ouais. Mais... Culinaire et tout. Ouais, assurément. culinaire, la chasse. La musique ou plein Oui, de choses comme absolument, ça. absolument. Mais c'est un beau peuple, puis... mais c'est ça, ils ont des gros défis comme nous, on a. C'est juste que c'est plus condensé là-bas. Là. C'est combien d'habitants? Hey, je m'en rappelle même Bon. pas. Mais Puis comme ça à fait hauteur quand de- même... ça va faire presque 10 ans que j'y vais plus, fait que ça l'a changé. OK. Mais, ouais. Fait qu'il y avait... En fait, ce qui était un peu paradoxal, c'est qu'il y avait une clinique, mais elle était divisée en deux. Il y avait la clinique du côté Cri, la clinique du côté Inuit. Puis c'est OK. deux gouvernements qui régissent différemment, Ah ouais. provincial, fédéral. Ouais. Fait qu'il y avait deux pharmacies, deux équipes médicales. OK. As-tu appris des mots de Inou? Moi, c'était en Cri. Inou, moins, mais en Cri, j'en ai appris Mhm. quelques-uns, puis je m'en rappelle plus. Ouais, Je comprends. Ils sont Ouais. très précis, ces mots. Ouais. Ouais, Ça a c'est rien à voir. complexe, c'est Mhm. complexe. Ouais. Le village, tu sais, s'appelait Wapmagoustou, il y a Poste à la Grande Baleine, il y Ah avait, ouais, tu sais, ok. il y avait différents noms pour le même village. OK. Mais tout ça pour dire que l'infirmière a un très beau rôle en dispensaire là-bas avec, tu sais, je faisais des points de suture, on apprenait à travailler avec pas de prise de sang, pas de radiographie, là. C'est Fait vrai, que, ouais. Beaucoup plus limité. Wow. Mm. Très, très intéressant. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les infirmières. Félicitations d'avoir fait ça. Ouais. De t'être impliqué Vraiment une comme belle ça. expérience. Ouais, C'est très Ouais. cool. Félicitations. Je viens de merci. penser à cette question-là, puis il y a sûrement des chances que ça t'est jamais arrivé, mais
Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est venu en urgence parce qu'il s'est fait voler un organe? As-tu déjà vu ça? Parce que c'est sûr qu'au Canada, c'est un peu moins fréquent que dans d'autres pays. Ah, c'est drôle. Ben, c'est pas drôle du tout. Mais non. Mais j'ai eu un patient à un moment donné qui avait été en voyage, puis il avait eu un accident de moto, puis il avait été opéré là-bas. Puis il est arrivé à l'urgence, il avait été stabilisé, tout ça, puis il l'avait transféré où je travaillais. Puis je vais toujours me rappeler, le médecin, il avait fait un scan, puis il avait dit, lui manque-t-il autre chose que l'organe qui avait été retiré dans le contexte de l'accident? OK. Puis ça m'avait vraiment, finalement, non. OK, au moins. Mais ça m'avait tellement marqué, là, j'étais là, waouh, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Ben, littéralement, ouais. Il y avait une gigantesque cicatrice, le pauvre. Mais ouais, ça m'avait fait un drôle de feeling de lire ça. Tu sais. Il manque-t-il autre chose? Ouais. Oh, finalement, il On manque se un croise les rein, doigts il que manque... non. Mais autre que ça, non. J'ai pas témoigné de Ok. suspicion de... C'est plus Heureusement. dans d'autres pays qu'on entend ça, je pense. Ouais, peut-être. Peut-être. Là, il faudrait parler à une infirmière de Montréal. Peut-être Ouais, que... peut-être. Peut-être qu'il se passe des Je affaires sais pas. plus Ouais. intenses. Là, je suis rendue dans un autre monde. Ouais, Là. ouais, on peut pas trop s'avancer là-dessus. Ouais. On va dire Est-ce n'importe que, quoi. ben moi, ça va être ma dernière question. Mm. C'est très, très large. Peut-être si Ouais. tu en as une de plus, mais as-tu une anecdote de ton métier qui peut être drôle ou super intéressante pour les gens qui écoutent? On t'en a raconté déjà Ouais, plusieurs. j'allais mais dire, j'en ai tu sais- donné quelques-unes. Oh, wow, tu viens de me mettre sur le spot, là. Encore une fois, ça peut être un super beau souvenir ou quelqu'un que tu as croisé encore une fois comme le monsieur avec le cancer, je sais pas. Ouais, ben écoute, j'en ai tellement Ouais. eu, là. Ça va être difficile d'en nommer une, là. Je pense que j'ai eu tellement de beaux petits moments. Des moments aussi que les gens arrivent dans des grandes, grandes détresses, puis que finalement, avec les interventions qu'on fait, tu sais, annoncer un décès, là, c'est plus macabre, là, mais tu sais, annoncer un décès ou accompagner les gens dans la fin de vie, c'est super dramatique, mais il y a quelque chose de puissant comme intervenant d'être là dans un moment super difficile. Fait que c'est toujours un peu weird de parler de ça parce que, tu sais, c'est comme on se réjouit pas du malheur des autres, mais d'avoir les capacités puis la compétence de bien faire cette intervention-là Mhm. dans un moment vraiment difficile, c'est pas donné à tout le monde. Puis je pense avoir été capable de le faire dans des situations vraiment difficiles. Puis ça... De bien le faire. Ouais, Ouais. ouais. Parce que tu en annonces souvent des décès? Bien, quand j'étais à l'urgence comme infirmière en charge, j'accompagnais souvent le médecin pour rencontrer la famille. Puis c'est arrivé à quelques reprises où j'étais la seule là, pour donner des nouvelles, puis c'était pas des bonnes nouvelles. Donc, ouais, ça... On fait beaucoup de choses à l'urgence. Ouais. Et boy, que ça doit brasser. Ouais, non, c'est sûr. Mais encore là, c'est ça, tu sais, c'est d'être capable de voir le côté, je ne veux pas dire positif, là, mais d'être capable d'accompagner quelqu'un dans un moment de grande vulnérabilité, ça reste quelque chose de fort, là. Ouais. De se dire c'est son dernier moment, puis on va s'arranger pour que ça soit au moins un pas si pire moment. Oui, bien comme les soins de fin de vie, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est super morbide, mais à la fois, il y a quelque chose de fort, de libérer quelqu'un d'une souffrance, puis d'être à l'écoute de ses besoins. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent beaucoup de solitude où tu travailles ou dans ta carrière que tu as vu? Qui meurt de solitude ou qui meurt seul. Ouais, c'est plus ça, en fait, la bonne Ouais. question. Mourir de solitude, Ben, la ça se dit solitude peut mal, là, tuer, hein. Ouais. L'isolement est vraiment quelque chose, un mauvais pronostic. Mais oui, c'est Ouais. sûr qu'il y a beaucoup de gens. Puis là, il Mm. faudrait demander à nos collègues paramédics et policiers, là, qui en fait, souvent, les patients ne viennent Ouais. pas à l'hôpital quand ils Mm. sont déjà décédés, là. Mm. Fait qu'eux, ils en voient beaucoup plus, mais c'est sûr que oui. Ouais. Ouais. OK. Puis ma dernière question. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez tendance à dire. OK, je vais mettre en contexte. Un patient, on va dire que vous venez de découvrir il y a un cancer. Là. Est-ce que vous allez pousser son information pour comme le convaincre
il est peut-être pas trop en danger, ou bien vous allez mettre ça à l'extrême pour que si la pire chose arrive, il fasse pas le saut, mettons? Oui, si je comprends bien ta Difficile de question. formuler Ben, cette question-là. premièrement, l'annonce d'un diagnostic, c'est réservé au médecin ou à l'infirmière praticienne. Puis encore là, moi, j'ai annoncé des cancers à des patients, mais je suis pas experte. Hein. Puis ça fait partie aussi des choses je voudrais que les gens retiennent. Euh, L'expertise qu'on développe dans notre pratique, faut mettre notre propre limite aussi. Moi, je connais pas super bien l'évolution des cancers, donc je vais faire l'annonce, mais ensuite, tout ce qui est la suite, ça va être le spécialiste qui va OK. être plus en mesure de donner l'information. Fait que je suis très réservée dans mais je vais pas, si j'ai pas l'information, je vais le nommer. Je vais pas inventer des choses, ça, faut jamais faire ça. Puis je vais pas minimiser non plus, dire que tout va être correct, puis finalement, ça s'avère que c'est pas ça. Donc, au même titre qu'un médecin de famille ou un spécialiste qui sort de son expertise va devoir mettre sa limite puis de dire, bien, je vais te référer à la bonne personne pour avoir les bonnes informations. Je pense qu'il faut être transparent avec les patients. On est juste dans l'information, puis il faut nommer qu'à ce stade-ci, on n'a pas assez d'informations pour se prononcer puis d'attendre la prochaine étape. Ça rend ça un peu stressant. Tout à fait. Ouais. Je comprends. Moi, je suis répondante pour le programme québécois du cancer du sein. Fait que toutes les madames qui n'ont pas de médecin de famille ou d'IPS de famille, moi, je fais partie d'une équipe. On reçoit les résultats de mammographie. Fait que je parle avec beaucoup de patientes qui n'ont pas de médecin, puis des fois, c'est pas des bonnes nouvelles. Fait que ça reste que faut être prudent dans comment on le dit, mais on les accompagne. Là. Tu préfères dire que il y a un risque que juste de dire ça va bien aller, lâche pas. Non, ça, c'est de la fausse réassurance, puis c'est horrible. C'est vraiment, c'est super destructeur, là. Mais en même temps, des fois, dans le stress, on dit des choses qu'on voudrait dire différemment, mais c'est un art là, de communiquer, puis on essaie de le faire en personne aussi, plus qu'au téléphone. Mais je pense que je me donne ce devoir-là d'être très présente avec les patients que je soigne. Là. C'est sûr que votre rôle, je pense, c'est d'être plus... de faire part des faits, là, sans rentrer dans les émotions. Puis d'expliquer, quoi expliquer. Tu sais, je prends le temps de dire c'est quoi la densité mammaire. Je prends le temps d'expliquer c'est quoi un fibroadénome. Je prends le temps de... Leur donner du gaz. De l'information pour qu'ils puissent... Je dis pas que ça va être tout correct, mais tu sais, je réponds aux questions. Fait que c'est de prendre le temps. Puis ça, les infirmières praticiennes, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis payée à l'heure. Je ne suis pas payée aux patients. Donc, c'est sûr, je ne me pogne pas le beigne. Là. J'ai un rendement, puis j'ai un souci d'aider la population en voyant beaucoup de gens, mais je me mets moins cette pression-là, puis je peux prendre un peu plus le temps. Ça rassure le patient, assurément. Là. Il reconsulte moins après. Oui, ben c'est ça, exact. Il ne rappelle pas 12 fois pour dire une autre question. Mais on fait un très beau métier. Puis on fait un travail en équipe. C'est pas les médecins, les infirmières, on est ensemble. Je travaille avec mes collègues, ils me posent des questions, je leur pose des questions. On a toute une expertise puis une expérience différente. Fait que c'est vraiment de travailler en équipe. Puis ça, on ne pourra jamais le dire assez. Là. Tu sembles adorer ton métier. Oui. Ça se c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Il y en a qui vont sourire. Mais oui, je pense que c'est quand on est frappé, nous, avec des stress dans notre vie, ça nous déséquilibre. Ouais. C'est dur d'être soignant parce que constamment, on reçoit la souffrance des gens ou psychologique ou quoi que ce soit. Fait que faut vraiment apprendre à se protéger. C'est sûr. C'est sûr. Donc, tu considères que toi, tu as un bon sommeil, tu vas bien dans la vie, tu es en santé? Oui, j'ai mes défis, mais oui, je fais ce que je peux pour avoir des bonnes habitudes puis de me préserver, mais je l'ai appris à la dure. C'est bien dit. Des fois, c'est la meilleure méthode d'apprendre. Exact. Voilà. C'est des dernières choses que tu voulais dire pour la conclusion de ce podcast. Généralement, on mentionne aux gens de dire les dernières paroles sur la caméra que monsieur contrôle. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Donnez-vous des petits objectifs de prendre une marge, de peut-être améliorer certaines habitudes de vie, puis de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Puis on sera là pour... les choses plus difficiles. Wow.
Merci Très bien beaucoup d'être passé sur le podcast. Mais merci merci de beaucoup. votre invitation. C'est un beau projet. Puis je vous souhaite bon succès. C'est Vous super irez gentil. écouter le balado Info IPS. Parfait. Pour en exactement apprendre ce que davantage. j'allais dire, de Ben oui. plugger tes réseaux. Ouais, c'est ça. Oui, ben en fait, l'Association des infirmières praticiennes du Québec, l'AIPSQ, c'est le balado Info IPS. Fait qu'on a 2 saisons, on parle de tout. On parle des vaccins, on parle des cancers, on parle des habitudes de vie. On a plein de professionnels aussi qui sont venus, là, des physios, des kin. Fait que on donne beaucoup d'informations. Très détaillé. Dans tous les cas, ça va être dans la description YouTube en dessous de ce podcast. Merci. Donc, merci tout le monde d'avoir Merci écouté. beaucoup. Puis, on se dit à la prochaine podcast. À la prochaine. Ciao! Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Hey, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.